quand ça s'arrête, c'est violent, quoi. Tu te dis, mais c'est pas possible. Et puis, j'ai eu le déclic. Jonathan Politure, le producteur de Riding Zone. De ce goût pour la glisse, il en a fait une émission. Celui qui, il y a 10 ans, a réussi le pari de faire de sa passion une émission de qualité. Je me suis regardé dans la glace, je me suis dit, mais il faut que tu arrêtes de te mentir. Je vais arrêter de me plaindre et je vais regarder quelles sont les cartes maîtresses. Le maître mot, c'est authenticité. On va monter un record, on va coupler un exploit, un héros et un site emblématique. Sauf que quand j'allais voir les chaînes qui ont la capacité de financer des programmes, ils n'étaient pas du tout intéressés. En fait, quand tu crois en ton truc, tu dis, c'est pas possible. Si les gens ils reconnaissent pas l'intérêt de Riding Zone, on va devenir des pure players, comme un YouTuber. On va aller à 100% sur YouTube. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic. Encore une fois, bien accompagné, je suis avec Jonathan Politure. Comment tu vas ? Ça va très bien, Alec. Merci de me recevoir. Ça me fait super plaisir, tu vois, de t'avoir ici sur Le Déclic. Il y a plein de choses à raconter au travers de ton parcours. Rapidement, je te présente. Tu es le pionnier qui a imposé les sports extrêmes et la culture de la glisse à la télévision française, fondateur de la société de production Puzzle Media et l'architecte de records fous comme celui de Ty Chris à la Tour Eiffel notamment. On va en reparler. Il était là sur Le Déclic pour nous raconter cette folle histoire également. Tu as créé en 2007 et produit pendant près de 14 ans l'émission Culte Riding Zone qui couvre une histoire assez folle et on va en reparler également. Tu as bâti un véritable empire digital. Ta chaîne YouTube dépasse le million d'abonnés aujourd'hui, plus de 330 millions de vues cumulées. Également à la tête de ta propre plateforme de streaming, le Netflix des sports extrêmes. Maintenant, tu as vécu pas mal de rebondissements dans ta carrière, dans ton parcours, dans ton activité, notamment avec l'arrêt brutal de ton émission télé. Ouais. Tu prouves qu'on peut se faire éjecter du jour au lendemain d'une certaine façon pour mieux bâtir un média et rebondir derrière pour créer quelque chose d'encore plus dingue, d'encore plus gros, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, un shop, une plateforme payante et même un magazine papier pendant plus d'1 an. On va découvrir aujourd'hui comment tu as créé tout ça au travers d'une seule et même ligne éditoriale, si j'ose dire, et une communauté de fans que tu as su porter au travers des années et te renouveler malgré l'évolution de tous ces sujets. Bienvenue encore une fois, Jonathan, sur Le Déclic. Ah bah merci, ça fait plaisir d'entendre un résumé comme ça. C'est pas habituel, mais c'est à la hauteur du parcours justement. Il y a plein de choses à raconter. Avant de commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas, peut-être, qu'est-ce que Riding Zone ? Riding Zone, c'est le rendez-vous des amoureux des sports extrêmes, outdoor, freestyle, enfin des sports qui font monter les sensations ou des sports à sensations comme on dit. À la base, c'était une simple émission et c'est devenu un média global qu'on retrouve sur l'ensemble des réseaux sociaux et puis qu'on retrouve aussi sur une plateforme spécialisée, Riding Zone TV, une plateforme payante, ça on va en parler. Mais avant tout, c'est un média consacré à la passion des sports extrêmes, freestyle ou outdoor. Ouais. Tu l'as dit passion, tu as dit aussi amour des sports extrêmes. Oui. T'es amoureux des sports extrêmes ? Ah, je suis totalement amoureux de ces sports-là. C'est vrai que depuis enfant, c'est un univers que je trouve passionnant parce qu'on n'est pas simplement dans le sport à travers cette multiplicité de disciplines. C'est vrai que le sport dans les grands médias, ce sont des rendez-vous en direct. Le foot, avec les fameux matchs du vendredi, du samedi, du dimanche, les grands rendez-vous du rugby, les grands rendez-vous de l'été, par exemple, avec le Tour de France. Donc c'est souvent ça, en tout cas, le sport tel que raconté par les médias. Et nous, dans les sports extrêmes, on a peu de rendez-vous clairement identifiés. Donc les pratiquants de sport extrême et les plus grands champions de sport extrême sont en permanence en train de tenter de réaliser de nouvelles performances, de nouveaux records ou d'innover pour créer de nouvelles disciplines. C'est ce qui m'a toujours fasciné en fait dans cet univers de sport, c'est cette créativité et ce dynamisme sans fin. À quel moment tu as eu ce déclic, si j'ose dire, pour justement y dédier ta carrière et ta vie tout entière ? Alors c'est drôle parce que moi les sports extrêmes m'ont rattrapé. Okay. En fait, enfant j'ai grandi en Guyane et j'ai eu la chance assez tôt de faire de la moto, parce que j'ai eu une moto quand j'étais petit, je devais avoir 7-8 ans. Okay. Et donc j'ai commencé très tôt donc, avec le motocross. Et puis après, en évoluant, après j'ai eu un assez grave accident et j'ai découvert le bodyboard, donc que cette espèce de surf qu'on pratique essentiellement sur le ventre, le moré pour ceux qui connaissent. Et donc un peu comme dans la ligne de la moto, ça m'a vraiment, voilà, j'ai vraiment adoré et j'étais vraiment passionné de l'ensemble de ces sports-là. Et puis, à un moment, j'ai dû arrêter pour venir faire mes études en France. Et j'ai mis ça un petit peu de côté. Enfin, je continue à skater.
parce que j'adore le skate aussi, mais je faisais des études en parallèle, et puis une fois que j'ai terminé mes études, j'ai un client qui m'a appelé, c'est lui qui m'a trouvé, un client qui s'appelle Extreme Sport Channel. Ok. Et ce client, il est venu me voir à l'époque où j'étais attaché de presse, avant d'être producteur comme je suis aujourd'hui, donc c'était il y a plus de 20 ans. Il est venu me voir en me disant, bah voilà, on m'a parlé de vous en tant qu'attaché de presse, et on aimerait que vous vous occupiez de notre chaîne. Et j'ai dit, mais écoutez, avec grand plaisir, d'autant plus que je suis un vrai passionné, et je connaissais la chaîne Extreme Sport Channel, et c'est assez marrant que la passion de ces sports me rattrape, alors que j'ai quitté la Guyane, la nature, pour venir m'installer à Paris. Ouais. Et donc voilà, donc c'est assez drôle. Donc c'est des sports que j'ai traités en tant que pratiquant, énormément, en tant que communicant et en tant que producteur. Et je reviens un petit peu en arrière. Donc, à l'âge de 7 ans, déjà, tu es sur une moto, c'est pas anodin. Donc, tu es en Guyane, etc. Et à 14 ans, tu as un accident, en effet, qui fait que tu es cloué au lit pendant environ une année. C'est ça, globalement, 3 mois d'hospitalisation, sous traction. J'avais une double fracture ouverte du fémur, sans compter d'autres choses. Mais c'était vraiment ça, le fémur, c'est très long à récupérer. Et donc, ensuite, il a fallu mettre des broches. C'était assez fastidieux. Et ça a duré, en effet, plus d'1 an au total, le temps de retrouver l'usage, on va dire, de ma jambe. Ouais. Et beaucoup de gens, à ce moment-là, vont se dire... traumatisme, je veux plus jamais retourner sur une planche de skate ou sur une moto et ne plus jamais faire de sport extrême. Toi, qu'est-ce qui fait que tu y retournes finalement et tu dédies ta vie au sport extrême encore une fois? Je te pose cette question parce que parfois, même les entrepreneurs, mais pas que, on peut vivre à un moment donné un moment choquant, un moment traumatique et être fragilisé par rapport à ça, mais certains sont tétanisés et ça ne leur permet pas d'avancer vers leur rêve et cette carrière folle finalement que tu as eue n'aurait jamais existé si tu t'étais pas donné une deuxième chance. Ouais, alors pour moi c'était plus un événement fondateur. Enfin, je te le dis avec beaucoup de recul maintenant parce que au moment où tu le vis, peut-être au moment où je le vis, c'était un petit peu dur évidemment, mais c'était un événement fondateur où je me suis dit sur mon lit d'hôpital que je veux absolument remarcher le plus vite possible. Je veux absolument retrouver le plaisir du mouvement, donc de bouger, de faire des activités, et je veux aussi, à cause de cette expérience, je ne voulais pas m'ennuyer dans la vie. Donc j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir dans mon lit d'hôpital, et j'avais vraiment envie de me projeter sur une vie où je vais réaliser globalement mes passions. Donc c'était plutôt bénéfique au final. Complètement. Voilà. Et donc là, tu es au Métropole, il y a ces éléments de la vie qui font que tu es contacté par cette personne pour pouvoir retourner dans les sports extrêmes, mais cette fois professionnellement. C'est quoi les premières étapes? Comment ça se passe? Et est-ce que déjà tu avais cette vision de vouloir transmettre, partager ce côté communicant? Alors en réalité, je me doutais même pas que faire ce métier ce soit possible. Parce que quand tu grandis en Outre-mer, c'est un peu comme quand tu grandis en fait en province, mais encore plus éloigné. L'éventail des métiers qui sont autour de toi ou que te proposent qui paraissent accessibles, sont totalement différents de celui que je fais aujourd'hui. Donc c'était même pas envisageable. C'était même pas envisageable. C'était même pas envisageable. C'était même pas dans mon spectre de pensée parce que parce que je viens d'un territoire où les gens sont professeurs, médecins, avocats, ouvriers. Enfin, en tout cas, ils bossent dans le. Tes parents étaient médecins, par exemple. Mes parents, voilà, mon père il est médecin et ma mère aussi était dans le corps médical. Et donc moi, j'étais loin de ça. Alors en revanche, je regardais beaucoup de cassettes à l'époque sur la moto, sur le bodyboard, sur le surf. J'adorais ça, mais je pensais pas que ce soit possible. Et puis après, en commençant à travailler, donc après la Guyane, j'ai fait des études à Bordeaux, à Montpellier, et puis je suis monté à Paris pour finir mes études. Et après mes études, j'ai découvert cet univers des médias. Et donc ça m'a passionné parce que j'adore aussi les médias. Je suis passionné de médias, sinon je ne ferais pas ça, évidemment. Et je me suis rendu compte avec l'expérience Extreme Sport Channel que je pouvais, pourquoi pas, conjuguer les deux. La passion du sport et la passion des médias. Et c'est vraiment eux qui m'ont donné envie de faire ça parce qu'ils ont créé une chaîne, eux, dédiée à 100%
au Sport Extrême, Extreme Sport Channel. Ouais. Et le fondateur, parce que quand j'étais attaché de presse à l'époque, l'avantage d'être attaché de presse, c'est qu'on est tout de suite en relation avec les dirigeants, les dirigeants de marque. Donc voilà. Donc c'est un métier qui est très valorisant parce qu'on fait partie de la stratégie de communication. En tout cas, on doit la déterminer, on doit accompagner le dirigeant. Et le dirigeant, il m'a raconté son parcours, qu'il était un passionné de windsurf et qu'il a monté cette chaîne à la base un peu par hasard. Et que c'est devenu un gros business, puisque cette chaîne, il la distribue dans 50 pays dans le monde, etc., etc. Et je me suis dit, waouh, mais c'est juste incroyable. Et donc, au départ, j'étais juste communicant, donc je les ai accompagnés pendant plusieurs années. Et puis, petit à petit, évidemment, au fil de l'expérience, tu te rends compte que, au final, il y a plein de métiers différents dans les médias et que toi aussi, tu as ta place si tu travailles dur. Et que on a besoin de nouveautés, on a besoin d'idées. Et donc, c'est eux qui m'ont vraiment convaincu sur le fait qu'il y a une possibilité de faire la même chose sur le territoire français et sur la francophonie en général. Parce que c'est sûr, ça on y reviendra sans doute plus tard, qu'on n'a pas du tout la même culture que les anglo-saxons. Ouais. En tout cas, nous, le marché médiatique français est un marché très centré, en tout cas, jusqu'il y a quelques années, très centré sur la cible féminine, la fameuse ménagère de moins de 50 ans, qui était l'obsession des diffuseurs, en tout cas à l'époque, puisqu'aujourd'hui, les médias ont totalement changé, évidemment, avec le digital. Et donc, il y avait peu de place pour des programmes consacrés, en tout cas qui s'adressaient en priorité aux hommes jeunes. Et travailler avec cette chaîne m'a fait comprendre qu'il y avait quand même un potentiel de produire des images comme ça, et aussi, si je n'arrivais pas à les vendre en France, de les vendre à l'international. En tout cas, c'était là aussi une rencontre et un client un peu fondateur. Donc un marché adressable et la possibilité de faire des choses là où tu pensais que ce n'était pas forcément envisageable. C'est à ce moment-là, du coup, que tu te dis tu vas créer ta boîte et que tu vas lancer tout ce projet, ou c'est plus tard ? Non, c'est pas encore à ce moment-là. Okay. Quand je les rencontre, je suis consultant dans une grosse société de consulting à l'époque qui s'appelait IMCA, International Media Consultant Associé. Moi, j'avais en charge des animateurs, des producteurs, des marques. Et mon métier à l'époque, c'était d'être consultant en communication, attaché de presse, donc d'accompagner des chaînes de télévision, des animateurs, des producteurs dans leur communication hors publicité. Très clair. C'était ça le métier d'attaché de presse. Et j'ai fait ce métier pendant 6-7 ans en tant que salarié. Et j'étais plutôt bon quand même dans mon métier. Et à un moment, j'en ai eu un peu marre. Okay. Et je me suis dit, parce que forcément, quand on est à ce type d'endroit, j'étais un observateur privilégié de ce qui se passait dans les médias. Je me suis dit, j'ai envie moi-même de créer mes propres histoires et j'ai envie de raconter les choses. Donc, j'ai quitté cette société, j'ai démissionné pour monter dès le lendemain une première société de production qui s'appelait Watch Us, avec Sarah Lelouch et Fred Musa, l'animateur de Planète Rap. Et la première société qu'on a créée, donc Watch Us, on a parlé de sport extrême et surtout de culture alternative, de culture street. Dans la culture street, il y avait le hip-hop, il y avait le break, il y avait le graphe. Donc voilà, on était construit autour de ça. On s'est dit, on va construire une société qui s'adresse en priorité aux jeunes. Et puis c'est une aventure qui a duré 3 ans. Ensuite, on s'est séparés. Et là, je me suis dit, je veux me consacrer à 100% désormais au sport extrême et à l'univers de l'action, de l'aventure. Parce que tu verras un peu plus tard que le mot sport extrême fait peur à beaucoup de clients et à beaucoup de diffuseurs. Clairement. Donc ça, c'est un petit peu embêtant, ça. Comment on fait justement, alors je rebondis sur ce point-là qui est très vrai, le sport extrême, il est souvent caricaturé ou mal vu, galvaudé. Comment on fait pour le rendre grand public et accessible à un maximum de gens? Parce que l'enjeu pour une boîte de production, c'est de faire en sorte aussi d'avoir un maximum d'audimat pour pouvoir vendre cette visibilité à certains médias, cette audience à certains médias, pour financer derrière sa capacité de produire davantage de contenu. C'est finalement un cercle vertueux qu'on a envie de créer. Ouais. Donc il y a un juste équilibre à trouver. J'imagine cette question, tu te l'es posée à ce moment-là. Bien sûr. Comment tu as réussi à trouver cet équilibre pour faire en sorte que derrière, ce ne soit pas juste une idée, mais réellement un projet concret et surtout un projet à succès qui pendant des années a perduré? En fait, d'abord, j'ai pris beaucoup de claques. Okay. Dans la figure. En fait, moi, quand j'ai monté donc Puzzle Media,
consacré vraiment à l'univers de l'action, de l'aventure, de la découverte, pour pas dire des sports extrêmes, je me suis dit tout de suite, je veux produire des contenus autour de cet univers. Sauf que quand j'allais voir les chaînes, c'est-à-dire mes clients potentiels, donc les diffuseurs qui ont la capacité de financer des programmes, eh ben, ils n'étaient pas du tout intéressés. Pas du tout. Et donc de là, j'ai appris sur le tas que la télévision, c'est une industrie, que cette industrie, alors elle a plusieurs modèles économiques, parce qu'il y a des chaînes comme Canal qui vendent de l'abonnement, tu as des chaînes comme TF1, M6 qui sont des groupes privés, donc qui eux doivent, leur métier c'est de vendre de la publicité à des annonceurs, et tu as le service public et Arte qui sont financés par nos impôts et qui eux ont pour mission de satisfaire tous les publics. Mais l'essentiel de ces chaînes ne s'intéressait pas à mon univers, tout simplement parce que c'est un business qu'ils font, c'est une industrie encore une fois, et cette industrie, je reviens à ce que je te disais au départ, elle s'adressait prioritairement à la cible privilégiée des annonceurs, qui est la fameuse ménagère. Alors pour pas aller, cette fameuse ménagère, pour ceux qui ne savent pas, mais j'imagine que ton public le sait, pourquoi elle obsédait tant les annonceurs? Parce que c'est elle qui décide quand elle fait ses courses, si elle choisit du choc à pic comme en B2B, ou des on va chercher le décideur, là c'est pareil. Exactement. Donc eux, c'est leur obsession. Donc moi, j'arrivais avec un univers de programmes qui était trop segmentant pour eux. Et donc la question que je me suis posée, c'est comment faire pour imaginer un programme qui respecte mon ressenti et ma passion et qui soit fédérateur. Et puis à un moment, j'avais mes bureaux, j'ai eu la chance d'avoir mes bureaux, mais qui étaient minuscules, juste à côté de Notre-Dame. Et j'ai eu la chance, en même temps, de commencer à travailler pour Extreme Sport Channel, qui eux voulaient des contenus très sport extrême. Sauf que le problème d'Extreme Sport Channel, c'est qu'ils n'avaient pas d'argent. Donc je produisais pour eux, mais c'était petit budget. Des tout petits budgets, donc c'était un peu frustrant, quoi. Tu te dis, c'est très très limité. Et puis à un moment, donc Quai des Grands Augustins, alors que je travaillais déjà avec Ty Chris, que j'avais repéré pour Extreme Sport Channel, je me suis dit, mais alors attends. Et c'était le début de Red Bull aussi. De Red Bull, et c'était le début aussi des grands exploits, avec notamment des performeurs comme Danny Way, un skater aux États-Unis, qui à l'époque avait sauté au-dessus de la muraille de Chine. Et quand j'ai vu cette image, je me suis dit, mais alors attends, je vais arrêter de me plaindre et je vais regarder quelles sont mes cartes maîtresses. Et parmi mes cartes maîtresses, je me souviens, j'étais sur mon scooter comme ça, je me suis dit, je sortais d'un rendez-vous extrêmement décevant, et je me suis dit, mais c'est quoi mes cartes maîtresses? Je connais Ty Chris, c'est l'équivalent du Zidane du roller. Je travaille dans ce qui est considéré comme la plus belle ville du monde. Je suis à proximité de Notre-Dame, qui est l'un des monuments les plus connus de la planète. Et j'ai quand même une certaine expérience depuis toutes ces années, une certaine finesse dans cet univers des sports extrêmes. Et je me suis dit, tu sais quoi, on va monter un record où Ty Chris, en tant que héros français, va tenter de réaliser une performance emblématique. Et cette performance, il va la faire devant Notre-Dame. Et cette performance va avoir une résonance à minimum nationale, voire internationale, parce qu'on va coupler un exploit, un héros et un site emblématique. J'explique ça à Taïg, il devient comme un fou, il fait « Waouh, c'est génial !» On travaille comme des dingues dessus, on intègre la société W2, une grosse société d'événementiel, on les embarque dans notre projet, et puis finalement on n'a pas l'autorisation de Notre-Dame, et on va voir la Tour Eiffel, et on arrive à convaincre la Tour Eiffel. Cette histoire folle, justement. Cette histoire folle, et donc pendant les premières années, au départ de Puzzle Media, donc j'ai travaillé sur l'accomplissement de cette performance avec Ty Chris et avec W2. Et une fois que j'ai eu le concept, c'était très facile à vendre parce que le potentiel d'image de cette performance était tellement fou que dès qu'on allait voir les partenaires, ils étaient tout de suite motivés. Justement, tu as très rapidement évoqué tout à l'heure le modèle économique avec des chaînes privées, des chaînes publiques, des chaînes par abonnement, etc., des chaînes payantes. Donc, comment ça fonctionne pour une boîte de production qui crée justement du contenu, aujourd'hui on appelle ça du contenu avec les réseaux sociaux, pour ces différentes chaînes? Parce que là aussi, peut-être certains pensent que M6 ou donc ça c'est des chaînes privées ou des chaînes publiques comme France 2 ou autres vont créer tout ce contenu au travers de boîtes de production, mais il existe, typiquement ce que tu as fait, des boîtes de production qui vont vendre un programme, vendre un concept, créer Bien sûr.
et le vendre à un diffuseur qui, lui, va le monétiser au travers de sa force. C'est quoi ce modèle économique pour celles et ceux qui peut-être ne sont pas forcément familiers à ça, pour l'expliquer simplement? Alors le modèle économique, c'est que donc que les diffuseurs, prenons l'exemple des diffuseurs privés, TF1, M6, le groupe RMC notamment, eh ben eux ils ont un besoin, c'est donc de rassembler l'audience, puisque c'est cette audience qu'ils monétisent auprès des annonceurs qui représentent l'essentiel de leur business. Eux, leur métier, c'est de proposer une audience qualifiée à des annonceurs, en tout cas de rassembler l'audience pour des annonceurs. Et nous, les producteurs, on essaye de tisser des relations privilégiées avec les diffuseurs parce qu'on est sur des métiers où le moindre deal coûte plusieurs dizaines, voire centaines, voire millions d'euros, puisqu'on est sur des métiers qui nécessitent l'emploi de beaucoup de gens. Mais en tout cas, le producteur, il est là pour proposer soit de nouvelles idées, soit permettre aux diffuseurs de réaliser une idée qu'il n'a soit pas le droit, soit pas les moyens de faire. Parce qu'en fait, il y a une loi en France, c'est la loi Léotard, si je ne me trompe pas, qui sépare les métiers de la production et de la diffusion. Donc, les diffuseurs, ils ont le droit de produire de l'information, de produire certains rendez-vous qu'ils ont globalement en interne, mais pour toute une typologie de programmes, je pense notamment à la fiction, au documentaire, ils ne peuvent pas le faire. Ils doivent confier ces productions à des producteurs. Donc parfois ils confient, ils choisissent, ils font des appels d'offres, des appels à projets, ou parfois, pas parfois en fait, ou systématiquement, ils reçoivent des projets créés par des producteurs indépendants comme moi, et ces projets, s'ils les séduisent, s'ils ont un potentiel, tu vas rentrer dans une phase de négociation où le diffuseur va te donner une partie ou carrément l'intégralité du financement pour mener à bien ton projet, que tu vas faire pour le diffuseur, évidemment. Et c'est comme ça que ça s'est passé pour ce projet de la Tour Eiffel. Comment ça s'est passé? Parce que c'est assez fou déjà le projet en lui-même. J'imagine qu'il y a aussi un avant et un après, parce que derrière, il y a tout à fait. Le rayonnement est absolument fou. On ne va pas revenir sur tout le projet en détail, parce qu'on en a parlé notamment avec Taïg dans son épisode que j'invite nos auditeurs à aller regarder. Si vous ne l'avez pas encore vu, on mettra la petite fiche. Mais d'un point de vue organisationnel, financement, diffusion, j'imagine que ça ne se fait pas en quelques heures. C'est surtout énorme. Que la Tour Eiffel, c'était très particulier parce que là, on est plus que dans le cadre d'une émission, c'est vraiment un événement aussi. Donc, il a fallu construire la plus grosse rampe du monde, 30 mètres de haut, sous le monument le plus connu de la planète et le plus fréquenté. Donc, avec énormément de contraintes de conception de cette rampe pour assurer la sécurité au public et de ne pas fermer le site, parce qu'on ne peut pas fermer la Tour Eiffel, évidemment. Donc, il a fallu assurer tout ça. Donc, pour te répondre, en fait, le coût de l'événement était bien supérieur à un coût d'un programme traditionnel. Donc, d'abord, il a fallu trouver un partenaire privé, qui était M6 Mobile, qui a donné l'essentiel des finances. Le diffuseur, ça tombe bien, était dans le groupe W9, mais malgré ça, on n'avait toujours pas assez de moyens, donc on a dû compléter. Alors à l'époque, avec Red Bull, il y avait Peugeot, je crois, et il y avait plusieurs autres petits partenaires, mais globalement, on était sur une OP supérieure à 1 million d'euros, quoi. C'était quand même une OP qui coûtait plus cher qu'une simple émission de télévision. Donc, pour ce modèle économique-là, c'était un couplage entre partie événementielle et partie diffuseur. Totalement. Tu as cité Red Bull. On est à quelle année à ce moment-là? On est en 2010. 2010. Donc, on est dans les débuts aussi de Red Bull qui commence à faire du sponsoring, etc. Red Bull qui a été un acteur majeur du sport extrême, qui l'est encore aujourd'hui. Qui l'est toujours. Qui a contribué aussi à démocratiser. Moi, je suis toujours fasciné de voir Red Bull partout, tout le temps. Dès qu'il y a quelque chose d'extrême, tu vois les couleurs de Red Bull. C'est assez incroyable. À quel point ça a influencé le monde de l'extrême? En fait, eux, ils ont... En tout cas, là où je les aime beaucoup, c'est qu'ils, comme moi, ils ont identifié dans cet univers de l'extrême énormément d'opportunités de croissance. Pourquoi? Parce que tous les autres sports traditionnels étaient pris, en réalité. Si tu veux sponsoriser... le tennis, par exemple. Le tennis, la ligue de football, en tout cas le foot, le rugby, le basket. On est sur des univers de sport avec des droits
qui sont installés depuis parfois des décennies, avec des appels d'offres assez énormes, qui, dans l'univers du foot, évidemment, à chaque fois, ça crée un petit peu l'événement. Quel diffuseur va récupérer ou pas l'intégralité de la Ligue, ou de la Ligue 1 ou de la Ligue des Champions. Donc, en fait, Red Bull a choisi cet univers de sport un peu par opportunisme au départ, parce que déjà, ça correspondait aussi à l'image, l'image un peu extrême de la boisson, mais c'est un univers de sport où il y avait peu de moyens. C'est un pari, finalement. C'était un pari, mais c'est des sports qui présentaient l'intérêt de proposer des images extrêmement fortes, de s'adresser à une population jeune, et en plus d'être accessible pour un partenaire. Et donc Red Bull s'y est engouffré. Red Bull a fait plus que s'y engouffrer, parce que Red Bull a créé aussi énormément de disciplines, et Red Bull a donné des moyens qu'il n'y avait pas en fait à ces sports. Et Red Bull a eu l'intelligence de mettre les moyens et dans l'organisation de l'événement et aussi dans la visibilité apportée à ces fameux événements. Clairement. Et on revient à ce jour de la Tour Eiffel. Là, tu es sur W9 en direct. Comment tu te sens? T'es excité? T'es terrifié? Parce qu'il y a un enjeu aussi énorme. À vrai dire, c'était 2 ans de travail. Ouais. Donc déjà, ça fait, pour nous, ce jour-là, c'est juste l'aboutissement d'un travail de mois et de mois de sueur froide, quoi. Où tu penses avoir un partenaire et finalement le partenaire se désiste, où tu penses avoir l'autorisation et puis l'autorisation tu l'as pas. T'as écrit, ça a dû te le raconter, mais la tour, à la base, cette rampe, on l'imaginait sur tout le Champ de Mars, et finalement, pour des raisons écologiques, on a dû couper la rampe, on a dû intégrer le airbag. En fait, jusqu'au bout, il y a eu des rebondissements. Et puis l'anecdote aussi, c'est que on avait créé une animation pour expliquer au public la performance. Et quand la Tour Eiffel a vu l'animation, c'était genre 2 mois avant l'événement, ils ont découvert en fait ce que ça allait être. Ils ont découvert qu'en fait que le Ty Chris, il allait vraiment sauter de la Tour Eiffel. Et donc ils se sont dit, attends, mais est-ce que ça n'a pas incité au suicide, à des choses comme ça? Donc en fait, on a eu des rebondissements dans tous les sens. Ouais. Et donc je t'avoue que le jour de la performance, c'était une espèce d'aboutissement, de soulagement et en même temps d'énorme tension, parce que ce jour-là, comme par hasard, il s'est mis à pleuvoir, enfin, comme souvent, et on a eu très très peur de ne pas pouvoir faire la performance, parce qu'évidemment, si la rampe était trop mouillée, Ty Chris n'aurait pas pu s'élancer en toute sécurité. Donc, ce que je peux te dire, c'est qu'une fois qu'il a posé ses patins sur la rampe, c'était un énorme soulagement. Et puis on s'attendait pas aussi au succès. C'est-à-dire sur site, en fait, on pensait qu'il allait avoir quelques milliers de personnes. Il y a eu 150 000 personnes sur site. 150 000. Donc d'un coup, tout ton réseau, il est en train de sauter. Tu peux plus passer un coup de fil, tellement il y a de gens sur site. Tu peux plus bouger. Donc en fait, il a fallu s'adapter à tout ça. Mais c'était vraiment l'un des événements les plus formidables de ma vie, et ça m'a convaincu qu'il y avait un gros potentiel autour de cet univers, et ça a légitimé ce que je ressentais au fond de moi, puisque je t'ai raconté, quand j'étais sur le scooter, je me suis dit comment faire pour imaginer quelque chose de sympa et de grand public, et je me suis dit là tu vois, t'avais raison. Il y a possibilité de fédérer les gens autour d'une performance extrême, dite segmentante. Il y a possibilité de fasciner le grand public. Et à l'heure où on se parle, on a toujours le record d'audience historique de W9 sur ce créneau 17h30, 18h30, avec près d'1 600 000 personnes, ce qui était complètement fou. Dingue. D'autant plus qu'à l'époque, il n'y a pas forcément les réseaux sociaux. Donc, l'engouement qui a été créé dans les médias, dans la presse, dans le fait que les gens en parlent, le bouche à oreille, 150 000 personnes sur place, c'est énorme. Un événement d'une telle taille, c'est rentable ou pas finalement? Non, en réalité, c'était pas très rentable ni pour Double 2, la société d'événementiel qui nous accompagnait, ni pour moi, enfin ni pour Puzzle Media. Ça a été très rentable pour Taïk. Oui, parce que lui, ça lui change sa vie, c'est normal. C'est le héros, c'est lui qui a le courage de sauter. Bien sûr. Qui fait la performance. Qui fait la performance. Il aurait pu se faire extrêmement mal. Donc dans tous les cas, lui, sa vie change immédiatement, puisque d'un coup, ça devient une personnalité publique. Il l'était déjà, mais ça l'inscrit clairement dans une espèce d'histoire collective. Aujourd'hui, quand même, il y a des exercices au collège où on explique qu'on demande aux élèves quand tu as écrit sur la Tour Eiffel. Il y a des calculs mathématiques dessus. Donc ça a vraiment quand même marqué
Ça a vraiment marqué quand même l'époque. Et donc lui, forcément, il a tout de suite eu un intérêt parce que les partenaires viennent le voir directement en lui disant bah, porte ma montre, conduis ma bagnole, porte mes fringues, etc. Tandis que nous, c'est-à-dire Puzzle Media et Double 2, bah, en tant que société qui organise, évidemment, ça nous change aussi les choses. Les partenaires nous respectent beaucoup plus. On a beaucoup plus de facilité à obtenir des rendez-vous. Mais rien n'est gagné pour autant. Il faut continuer à vendre des projets. Ouais. Donc ça change les choses, ça change le regard des autres sur la société, ça donne des accès supplémentaires, mais voilà, après faut-il transformer l'opportunité. Disons que ça t'offre de la conviction et une carte de visite. Exactement. Pour voilà, pouvoir développer derrière. C'est ça. Et tu fais pas le coût, mais tu fais pas un coût financier. Non, tu fais pas de coût financier. Ouais, c'est bien de le dire parce que justement avec l'engouement énorme, on pourrait se dire wow, c'était le coup du siècle, alors qu'en réalité c'est beaucoup de logistique, c'est aussi beaucoup d'enjeux, c'est 2 ans de travail. Ouais. Et à ce moment-là, donc quand tu as cette prise de conscience, cette validation, c'est quoi les prochaines étapes? Parce que finalement c'était le démarrage, la rampe de lancement. Alors celle-ci c'était pas une rampe descendante, mais une rampe ascendante pour la suite. C'est quoi les prochaines étapes du groupe, de Puzzle Media et de tout ce qui a été mis en place? Bah, là où j'ai aucun regret, mais là où je me dis que j'aurais pu mieux faire les choses, c'est que après coup, en fait, vu que j'avais une petite structure, Puzzle Media existe toujours, s'est développé, mais à l'époque, on était vraiment très peu nombreux. C'était une petite structure portée essentiellement par moi. Bah, forcément, le lendemain de l'événement, t'es crevé quand même. Ouais. T'es au bout, sur les rotules. T'es au bout. En fait, tu sais, je sais plus comment on dit, une compensation, t'es en phase de redescente, t'en peux plus, quoi. Ça fait genre 2 ans que tu cravaches, que tu te payes pas, ou parce que c'est ça la vérité aussi, que tu donnes tout. Et puis, voilà. Et donc, je pense que je regrette strictement rien, mais j'aurais dû appuyer encore plus fort sur l'accélérateur dès le lendemain. Ok. En fait, attention, c'est une fois que tu connais le succès, eh ben, il faut surtout garder de l'énergie pour utiliser cette espèce d'euphorie et cette espèce d'image incroyable qui est autour de toi pour repartir direct dans le commercial et y aller en disant voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et forcément, vu que moi, j'étais pas très staffé, eh ben, j'avais besoin de prendre quelques jours. Donc, tu vois, alors attention, ça va pas trop... Enfin, voilà. Ça n'a rien cassé, mais disons que je me suis souvent dit « Ah, c'est dommage que j'ai pas appuyé sur l'accélérateur pendant cette petite période d'1 semaine à 2 semaines, plutôt que de lever un petit peu le pied, tu vois, j'aurais dû continuer à appuyer. » Mais sinon, pour revenir à ta question, ce que ça change, c'est que tu te dis « Bon, ben voilà, je vais structurer, j'ai la vision. La vision, c'est celle-ci. La vision, c'est de faire des grands records. La vision, c'est ci, c'est ça. » Et puis tu te rends compte qu'en réalité, c'est pas aussi simple. Ouais. Tu as fait face à différents challenges justement à ce moment-là. Quels autres records tu as voulu créer potentiellement? Eh ben, tout de suite après, on a recréé un record avec Taïg. Ouais. On s'est concentré cette fois sur le Sacré-Cœur, qu'on a organisé dès l'année d'après. Et on l'a organisé avec plus de facilité cette fois. Avec autant de moyens, mais avec beaucoup plus de facilité pour obtenir les autorisations, pour obtenir les partenaires, les financements. Ouais. Le truc, c'est que, en fait, on est rentré dans le dur. On a découvert encore quelque chose de nouveau. C'est que, peut-être que ce record, il était moins pur que celui de la Tour Eiffel. Donc, tu vois, on n'avait peut-être pas choisi le bon record. En tout cas, ça a fait du buzz. Ça a fait une super belle audience. Mais au final, 2011, ça reste quasiment le dernier record qu'on a fait avec Taille Chris. Parce que on avait mis tellement d'énergie sur 2010 et 2011 que voilà, que tu te dis, c'est sympa comme modèle, mais c'est un modèle qui est dur parce que c'est pas un modèle où tu fais payer les gens. Tu les rassembles pas dans une salle, donc avec des entrées payantes. À chaque fois, il faut que tu ailles chercher des partenaires. Chaque partenaire, tu dois le convaincre. Tu dois non seulement le convaincre, mais tu dois aussi lui donner une place dans ton plan de communication. En fait, voilà, donc c'est des business qui sont difficiles parce que tu vends pas un produit au consommateur et via le bouche à oreille, ton produit il explose. Ou tu vends pas un produit à une société et idem, ton produit tu vas le vendre comme des petits pains. Là, tu vends un événement. Donc chaque événement, c'est toujours de nouvelles contraintes. Donc tu vois, je pensais juste après le record que l'avenir, ça allait être sur ces grandes performances.
Et puis au final, on l'a fait 1 an, et puis après, je suis revenu à quelque chose de plus traditionnel. Complètement. Et pendant tout cela, tu développes encore Riding Zone. Bien sûr. Ouais. Ah oui, oui, oui. Parce que quand j'ai créé Puzzle Media, la première émission que j'ai créée, c'est Riding Zone, Ouais. en réalité. Donc ça, c'était dès 2007. Donc l'émission, elle a quasiment 20 ans. Et à la base, c'était fait avec très peu de moyens. Là, pour monter Riding Zone, vu que j'étais attaché de presse auparavant, et consultant en communication, je conseillais pas mal de diffuseurs. Je suis retourné voir mes amis diffuseurs et je leur ai dit, voilà, je change de métier. Et j'ai réussi à convaincre François, à l'époque, qui était la chaîne qui s'adressait notamment, qui parlait des Outre-mer et qui s'adressait au public ultramarin. Je suis allé les voir et je leur ai dit, bah voilà, moi je connais bien l'Outre-mer parce que je suis originaire de Guyane. Je suis passionné de ces univers de sport qu'on pratique beaucoup en Outre-mer, parce qu'à La Réunion, il y a des vagues d'exception, en Polynésie aussi, etc. Ouais. Et donc, on est sur des territoires aussi où 50% des gens ont moins de 25 ans. Donc, il y a souvent une population très jeune. Et je trouve qu'à travers ces sports, on raconte de belles histoires et on donne envie aux gens de bouger, de faire des choses positives. Et donc, c'est eux que j'ai réussi à convaincre en premier de rentrer dans l'aventure Riding Zone. Donc avant même Ty Chris et la Tour Eiffel, dès 2007, Riding Zone existait. Et avec la Tour Eiffel, ça a donné une dimension supplémentaire évidemment à Riding Zone, puisque lors de mes négos, j'ai pu aller voir mes partenaires en leur disant, vous voyez, on peut aller beaucoup plus loin. Complètement. Il y a un engouement. Il y a un engouement. Ouais. Voilà. Il y a un engouement. Et juste avant qu'on vienne à 2020, où finalement Riding Zone sur France O, ça va s'arrêter net, brutalement, parce qu'à l'arrêt de la chaîne, c'est une chaîne publique, donc s'il n'y a plus les financements publics, entre autres, une décision, ça s'arrête, puis après tu t'es retourné très rapidement, on va en parler justement. Mais 2007, tu dis que tu arrives à les démarcher, tu arrives à signer, tu arrives à te lancer au travers de ça. Comment tu t'y prends? Parce que là, quand on raconte l'histoire a posteriori, on se dit que c'est simple, c'est rapide, peut-être tu as eu le bon coup de fil, le bon contact, le bon truc. Je te pose cette question parce que pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent et qui peut-être veulent aller gagner un appel d'offres ou démarcher ou faire du B2B ou peu importe, c'est souvent un travail de longue haleine, c'est du réseau, c'est énormément de contacts. Comment ça s'est passé? Alors, avant 2007, donc moi j'ai commencé, de 2004 à 2007, j'avais la première société de production Watchus avec mes 2 associés. Et 2007, je deviens totalement indépendant, je monte Puzzle Media. Mais avant, donc j'avais eu cette première expérience dans une première société de prod. Et puis surtout, pendant quelques années, je t'avais dit, j'étais attaché de presse, consultant en communication. Ce que j'avais appris de cette période de communicant, c'était que il y avait 2 choses qui intéressaient un diffuseur à l'époque. Quand il achetait un programme ou quand il diffusait un programme, c'était soit la performance d'audience, soit l'image donnée par le programme. Il y a certains programmes qui font très peu d'audience, mais qui, en termes d'image, vont apporter une image à la chaîne assez extraordinaire. Donc j'avais conscience qu'il y avait ces 2 paramètres qui étaient très importants pour la chaîne. Et donc en 2007, quand je suis allé voir François, je n'ai pas joué sur l'audience. Je ne leur ai pas garanti d'avoir une bonne audience. Je leur ai dit en revanche, en termes d'image, je pense que c'est un bon positionnement pour vous, parce que vous adressez un public jeune, surtout dans ces territoires où il y a beaucoup de jeunes, qu'on va valoriser les paysages de nos territoires de ces territoires qui sont sous-exposés quand même. Je pense à la Guyane, à Wallis, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie. En fait, il n'y a pas tant d'images que ça. Et donc, je leur ai vendu ça. Et puis, en plus, je l'ai vendu à un prix dérisoire. Donc, au final, pour eux, c'était tout bénef. Et donc, ils m'ont donné l'opportunité, en tout cas, ils m'ont donné le petit budget pour le faire. C'était extrêmement difficile, parce que quand je parle de petit budget, c'était vraiment ridicule. Je pouvais me payer genre que 2 stagiaires, ou un ou 2 stagiaires. Donc, je faisais quasiment tout, le coursier, le réalisateur, le cadreur. T'as appris tous les métiers. Ouais, j'ai appris tous les métiers, la voix, tous les trucs. Et c'était très, très compliqué. Et puis, au fur et à mesure des années, à chaque fois, tu dois renégocier. C'est quoi, tous les ans? Tous les ans. Ok. Tous les ans, voire même 2 fois par an. Ok. Parce qu'ils me prenaient des demi-saisons, c'est-à-dire septembre, décembre, janvier, juin.
Là, comme ça, a posteriori, c'est cool parce qu'il y a l'avantage de négocier, renégocier, pouvoir grandir. En tout cas, c'est ce qu'on se Mais c'est raconte. très dur, c'est très Mais la dur. réalité, c'est que c'est très dur. Ah, Et c'est ça très veut dur. aussi dire que tous les semestres, bah, ton deal, il est en jeu. Ton deal est en jeu, tout Et à donc, fait. si ne signe pas le nouveau deal du semestre suivant, tu as une boîte de production sans diffusion. Exactement. Ça Exactement. vaut pas grand-chose. Alors, tout à fait. Donc ça, c'était très dur. C'est un vrai risque. C'est un chaque vrai fois. risque. Mais en 2007 aussi, ce que j'ai appris dès le départ dès le lancement de Puzzle Media, c'est qu'à l'époque, il y avait un perso qui m'avait beaucoup marqué, en tout cas une personnalité, c'était Jean-Marie Messier, l'ancien patron de Vivendi. Et moi, je suis fan de médias, hein. Et donc, je lisais pas mal ses interviews et il disait à l'époque, le contenu, enfin, ceux qui seront les maîtres du contenu, c'est ceux qui seront un peu les maîtres de demain, quoi. Euh, et je me suis dit, bah, c'est important que je crée moi-même, que j'ose financer des contenus. Et en 2007, en parallèle de Riding Zone, j'ai autoproduit ce que ne fait aucun producteur censé. J'ai financé moi-même un premier film de sport extrême D'accord. qui s'appelait Broad Peak. Et c'était l'aventure de 6 montagnards qui étaient partis dans le cercle polaire arctique tenter de sauter en parachute, en base jump pour être exact, les plus hautes falaises du monde. Et je rencontre je les rencontre, ils reviennent, c'était dans l'Arctique, ouais, ils reviennent du cercle polaire, ils me racontent ça, je leur dis génial, vous avez fait, ils me disent ouais, on a 60 heures d'images, je fais ben, génial, donnez-moi les images, moi je vais réaliser un film, on va produire le film, c'est moi qui vais financer la post-prod, etc. Et ce premier film, je l'ai vendu dans 40 pays. Waouh. Et dès mon premier coup, Donc, premier film, premier succès. premier film, premier succès. Bon voilà, ça m'a donné d'assez mauvaises habitudes parce Ouais. que malheureusement ça s'est pas tout le temps Bien sûr. réitéré. Et ce film, Broad Peak, il a gagné plein de prix et je l'ai vendu un peu partout. Alors tu le vends pas cher, mais tu le vends dans plein de territoires. Et tout de suite je me suis dit, bah tu vois, il y a un vrai potentiel Ouais. avec des histoires fortes, des histoires qui me ressemblent, qui me passionnent. Et donc, dans le monde, il y a des gens comme moi hein, qui aiment cet univers-là. Donc, je pense qu'il y a un vrai public. Et c'est pour ça aussi que je suis allé aussi vers Riding Zone, que j'ai été convaincu de Riding Zone, parce que en parallèle de Riding Zone, eh ben, j'ai fait ce film et j'ai utilisé des moyens Riding Zone pour produire en parallèle des documentaires, donc des histoires beaucoup plus poussées. Et chaque année, je sors systématiquement 2-3 documentaires dans cet univers-là. C'est intéressant parce qu'à chaque fois, tu as des éléments de validation qui font que Exactement. ça vient renforcer ta conviction. Ok, je peux le faire, mais en face, il y a aussi un public, on peut C'est ça, passer voilà. une étape, etc. Et là, on arrive en 2020 où ça fait 13 ans, Ouais. près de 14 ans, que Riding Zone est sur France O. Et du jour au lendemain, ça s'arrête. La chaîne arrête, la chaîne s'arrête hein, finalement. Comment tu le vis comment tu gères cette situation? Parce que c'est pas forcément simple quand tout s'arrête du jour au lendemain. C'est très dur. Ouais. C'est extrêmement dur parce qu'en général, quand un programme rencontre le public, il n'y a pas trop de questions sur sa reconduction. Et nous, à cette période-là, on était mais vraiment le bon exemple et les bons élèves de France Télé. C'est-à-dire, on était sur une chaîne pas très puissante et on surperformait en audience par rapport à la moyenne de la chaîne. On était les premiers à exploiter nos contenus sur YouTube. Donc alors que France Télévisions évitait de faire ça, ils avaient peur, etc. Et nous, on le faisait avec un certain succès. Ouais. Quand ça s'arrête, c'est violent, quoi. Tu te dis, mais c'est pas possible. Toute cette expérience cumulée, ça s'arrête comme ça, quoi. Et ben oui, ça s'arrête tout simplement comme ça. Et puis avec la meilleure excuse du monde, qui est, c'est pas qu'on n'a plus de budget, c'est que la chaîne s'arrête tout simplement. Et donc là, c'était extrêmement dur. J'ai réussi à négocier quand même avec Oku à l'époque, puisqu'il lançait un service jeunesse, une version junior de Riding Zone, mais qui d'un coup, en fait, qui était vraiment une petite partie de Riding Zone et qui était sous-exposée. Et ça, c'était très violent. Donc, on a continué comme ça pendant environ 1 an. Et puis, à un moment, j'en ai eu marre de cette histoire. Et je me suis dit, il faut renverser un peu la table. Alors qu'il faut jamais faire ça en télé, parce qu'en télé,
Il y a peu de clients. De toute façon, les clients, vous les connaissez tous, vous allumez votre télé. Hein. C'est assez simple. Et en télé, il faut toujours préserver en général sa case. Et il ne faut pas trop rentrer au conflit avec la chaîne parce que les places sont trop chères. Ouais. Et voilà. Et je me suis dit, en tout cas, sur l'univers Riding Zone, j'en ai marre d'aller voir des chaînes pour tenter de les convaincre. J'en peux plus. J'en peux plus d'entendre toujours les mêmes discours. Oui, tu sais que on n'est pas sûr. En fait, quand tu crois en ton truc, tu dis c'est pas possible. Et donc, à un moment, je dis bon, tu sais quoi, je vais arrêter de faire des réunions. Si les gens ils veulent pas, ils reconnaissent pas l'intérêt de Riding Zone, on va devenir des pure players, comme un YouTuber. Ok. On a déjà la chaîne YouTube. Ouais. Mais on le faisait pas trop, on le faisait en postant juste les vidéos des émissions. Là, on va jouer les youtubeurs et on va se réorienter. On va aller tenter d'aller trouver du financement auprès de notre public en direct. D'où le crowdfunding sur Ulule, justement. D'où le crowdfunding sur Ulule. Ouais. Et on va tenter d'aller voir aussi des marques. Ouais. Et donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et le crowdfunding sur Ulule, qui plus est, qui est là aussi un succès. Ah oui, alors ça c'était fou. C'est que donc là, ça s'arrête. Non seulement ça s'arrête, mais aussi, je te dis, j'ai continué quand même pendant 1 an avant d'arrêter la relation avec France Télé. Et puis, on arrête aussi Riding Zone Junior. Et de là, je fais une vidéo où j'explique au public. Donc, tu fais ta vidéo sur ta chaîne, c'est ça? Sur la chaîne YouTube, Ouais. en disant, Riding Zone, dans le format classique, ça va s'arrêter parce qu'on va perdre tout le financement. Mais qu'en revanche, on lance un financement participatif sur Ulule. Et de là, alors la bêtise, c'est que j'avais... En fait, moi, j'étais très gêné de demander de l'argent aux gens. Parce que tu sais, quand pendant des années, tu te fais financer par un diffuseur, ça fait bizarre. Et puis moi, je suis pas... j'ai 49 ans, donc j'étais pas exactement de cette génération où aujourd'hui, le moindre youtubeur, il demande, quoi, pour n'importe quel projet. Et c'est quoi? C'est de la pudeur? C'est quoi? En fait, pour moi, cette émission Riding Zone, c'était le service public. Pour moi, elle devait être sur le service public. Parce que j'ai pas envie de faire trop de partir trop dans le truc sociétal, mais encore une fois, je viens de Guyane. Je viens d'un territoire un peu éloigné, comme un peu la province éloignée en France, en fait. Et en fait, je trouve que dans notre pays, on ne valorise pas assez la jeunesse. On valorise pas assez les initiatives personnelles. On essaye de proposer des solutions, un tronc commun en faisant des études, tu sais, évidemment, les grandes voies tracées, etc. Sauf que depuis des années, notre pays n'est plus en mesure de le faire. Puisque, tu vois, et aujourd'hui, c'est encore pire que tout, les mecs qui sortent, ils ont un master, je sais pas, ils n'arrivent pas à trouver de boulot. Et en fait, je trouvais que nous, dans Riding Zone, on racontait de belles histoires. On racontait des histoires de passionnés qui se sont écoutés, qui ont écouté leur cœur, qui ont osé, qui vont créer un univers et qui n'attendent pas spécialement de récompenses financières, qui attendent pas de rentrer dans un sport parce que tu te dis, si je joue au tennis, si je rentre dans le top 100 monde, j'ai une chance. Évidemment, si je joue au foot, si je fais la Ligue 2, la Ligue 1, clairement, je vais en vivre. Si je fais du basket, je vais en vivre parce que j'ai des centaines de références autour de moi de gens qui ont réussi. Nous, dans ces sports, tu as 0 référence. Enfin, tu as quelques références exceptionnelles. Kelly Slater, Ty Chris, Tony Hawk en skate, mais encore, ça se passe dans d'autres pays. T'as pas ces refs. Et moi, je trouvais que ce qu'on racontait dans Riding Zone, parce que Riding Zone, tu as eu de la culture à un moment. Tu as eu des trucs un peu alternatifs, tu pas eu que du sport. C'était ça, c'était vraiment aller au bout de vos passions. N'hésitez pas à croire en vous et n'attendez pas spécialement qu'il y ait des récompenses. La récompense, elle va venir à travers le parcours que vous allez faire, à travers les gens que vous allez rencontrer, les voyages, et à travers l'accomplissement que vous allez réaliser. Et je trouvais que Riding Zone, elle était 100% service public pour ça. Parce que déjà, on dit aux gens, faites du sport, allez au bout de vos passions, pratiquez dans des paysages avec des disciplines écologiques qui respectent la nature. En fait, on cochait toutes les cases, quoi. Et en fait, devoir défendre ça année après année, quand tu te dis, mais à un moment, si vous comprenez pas, vous comprenez pas. Ouais. Tu vois? Et donc, j'étais un peu... j'étais vexé que le service public, qui pour moi est la chaîne, en tout cas, l'univers de chaîne naturelle pour Riding Zone, n'y aille plus. Et d'où cette volonté, à un moment, de se dire, écoutez, moi, je vous respecte énormément, et puis grâce à vous, on a vécu de magnifiques années. Sans vous, en fait, on n'aurait pas existé. Donc, quittons-nous bons amis, mais je récupère mes droits et
Et on va jouer le youtubeur maintenant, quoi. On va aller à 100% sur YouTube. Et là, tu demandes 40 000 euros sur ce crowdfunding. Alors, je demande malheureusement pas assez. Je demande 40 000. Parce que les résultats, c'est le Et les double. résultats, c'était fou. On s'est arrêté à 120 000. Ah ouais, le triple. Donc, on a triplé. Les 40 000, Wow. on les a obtenus en 2 heures. Ok. Donc, Ah ouais. on a lancé le crowdfunding à 17 heures. Et quand tu vois ça, tu te dis quoi? Mais en fait, c'était incroyable. En fait, plus que l'argent, Ah, c'est encore mais une c'était fois, les messages. Ouais. C'était de voir que L'engouement, le soutien. le soutien, tous ces messages d'affection de tous les athlètes qui te partagent le truc. Même, tu vois, mon ancien associé, Fred de Sky, de trucs, les gens qui disent non, soutenez-les. C'était magnifique. Ouais. Et en fait, ce qui était trop beau, parce que moi, en fait, j'ai longtemps pas du tout animé la chaîne. Moi, je suis producteur à la base. Moi, j'aime écrire des histoires et les produire et mettre en œuvre des projets. Et donc, j'avais pris Tiga, l'animatrice de Riding Zone emblématique, cette très belle jeune femme avec une chevelure assez remarquable, là, donc Tiga, qui a animé pendant 10 ans Riding Zone. Et Tiga, c'était le visage Riding Zone, c'était mon incarnante. Et si je te dis ça, c'est que oui, une fois qu'on a arrêté la relation avec France Télé, malheureusement, on n'a pas pu continuer avec Tiga parce qu'on n'avait plus de quoi la payer. Et donc, Ouais. Donc là aussi, c'est un risque. Et puis, c'est un risque. Et donc, moi, je me retrouve à prendre la parole, à me montrer. Parce qu'ils ne te connaissaient pas alors. Non, les gens ils connaissaient que ma voix. Ouais. Parce que en revanche, Ta voix et la marque. Et la ce voix que et ça la marque, représente, mais ouais. ils ne connaissaient pas. Ouais. Et donc, d'un coup, tu te montres, et d'un coup, tu racontes qui tu es, et tu as tous ces messages d'amour, de gens qui te disent « Waouh, c'est grâce à toi que j'ai commencé le surf, c'est grâce à toi que j'ai pas abandonné le BMX, c'est grâce à toi qu'on ride en famille et tout. » Mais c'est magnifique parce que, Ouais. ça, j'ai trouvé ça magnifique. Ça, Bien sûr. Et ça vient encore valider, encore une fois, Et le fait qu'il y a quelque chose à faire à ce moment-là et que tu pars sur YouTube. Et tu sais, est-ce que ça a surtout validé, parce que je pense qu'on a tous, on se pose tous cette question à un moment. Ouais. Et à ce moment-là, je me suis dit, waouh, je crois que j'ai trouvé ma place dans ce monde. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je crois que j'ai trouvé ma place, c'est-à-dire qu'enfin, je sais que j'apporte quelque chose. Alors, honnêtement, je soigne pas le cancer, hein. Mais tu vois, je suis légitime et je suis heureux parce que j'apporte quelque chose aux gens. Alors évidemment qu'il y a une portion des gens, une partie, mais ces gens-là, en tout cas, j'ai un rôle et j'ai ma place. Tout en partageant ta passion. Et tout en partageant ma passion. Et ça, c'était magnifique parce que c'est vrai que on se pose tous ces questions, tu vois. Est-ce que c'est utile ou pas ce que je fais? Enfin voilà, c'était très beau. Complètement. Maintenant, donc, il y a ce crowdfunding, il y a cette validation, il y a ce message fort, il y a cet engouement et puis cette énergie. J'imagine que ça te booste de dingue et tu te dis, j'ai envie de continuer la chose et autres. Mais le modèle YouTube versus le modèle télé, il est complètement différent dans tout. Rien à voir. Que ce soit le format, la captation de l'attention de l'audience, le fait de créer une communauté, le fait d'avoir des abonnés, le fait de la récurrence, le financement également, comment tu monétises. Et c'est hyper intéressant. Parlons-en de ça parce que les gens du monde de la télé, de la production traditionnelle, souvent ne comprennent pas forcément les codes de YouTube et des nouvelles plateformes. Et les gens des nouvelles plateformes et de YouTube ne comprennent pas parfois le code du traditionnel. Toi, tu n'as pas eu le choix. Tu as dû tout de suite t'adapter. Ouais. Alors, tu faisais partie des précurseurs à déjà republier certains contenus sur YouTube, donc tu n'as pas non plus découvert la plateforme de A à Z. Mais c'est quoi les grandes différences que tu as tout de suite vues entre l'une et l'autre? Alors l'énorme différence, comme tu l'as dit déjà, c'est le financement. Ouais. C'est que d'une part, tu pars d'une économie où tu as à minima 6 mois, voire 1 an de visibilité, et que pendant 1 an, tu es tranquille pour faire tes 30, 40 émissions, à une économie où pour chaque vidéo, il faut que tu ailles chercher un partenaire. À moins que tu deals avec un partenaire sur l'ensemble d'une saison. Ouais. Donc déjà, ça change totalement le rapport. Donc ça, c'est pour la partie économique. Ensuite, pour la partie narration, tu n'as pas trop le temps de t'installer sur YouTube. Tu as beaucoup plus de concurrence encore qu'en télé. En télé, si tu as une offre enrichie, tu as 150, 200 chaînes, mais la plupart des gens, ils ont une vingtaine de chaînes. Donc, tu as quand même une concurrence un poil moins rude, même si elle est très très dure en télé, hein, parce que tu as plus de puissance, plus d'argent mis dans les programmes. Tandis que sur YouTube, alors là, c'est des centaines, voire des milliers de chaînes concurrentes. Ouais. Des milliers. Et donc, tu dois accrocher les gens de façon extrêmement puissante. Donc déjà, comment tu introduis une vidéo avec des moments un petit peu forts, etc. Et l'autre chose, c'est que sur YouTube, l'audience, elle pardonne pas dans le sens où autant en télé, parfois, quand tu es diffusé, tu vois, le dimanche à
à 9h ou 10h du matin, bah, si tu fais 100 000 personnes, c'est pas mal. Sur YouTube, tu fais une vidéo avec 100 000 vues, bon, c'est sympa, mais clairement, bah, tu le sais, YouTube, c'est environ à 1 euro les 1000, en fonction d'où on te regarde, hein, 1 euro les 1000 si on te regarde de la France. Hein. Si on te regarde Algérie, c'est 10 centimes, et si on te regarde les États-Unis, c'est 5 euros, quoi. Enfin bref, ça, les gens ne le savent pas forcément, mais en fonction d'où les gens te regardent, ça change totalement. Et donc, même avec 100 000 vues, bah, tu fais quoi? Tu fais 100 euros. Ouais, Donc, ce qui ne te permet pas de vivre. complètement. Et donc, sur YouTube, on a dû créer de nouveaux formats. Ça nous a poussé à nous challenger, et c'est là qu'on a développé à fond les pranks, donc les caméras cachées dans l'univers de l'extrême, et ce qu'on a appelé les défis du réel. C'est-à-dire prendre des sportifs de l'extrême et les faire affronter des métiers du réel. Les pompiers, la Légion étrangère, les gendarmes. Finalement, des choses que tout le monde connaît, Voilà. où on peut se représenter, on peut s'imaginer, et puis ça crée aussi C'est ça. de Mais l'entrain dans le moment. l'idée, c'était d'élargir le public Ouais. en partant d'une narration où on s'adressait à des connaisseurs de l'univers des sports extrêmes et en allant beaucoup plus vers le divertissement pour tenter de fédérer une audience beaucoup plus large. Très clair. Et rapidement, vous trouvez un certain public, vous avez un certain succès, parce que là aujourd'hui c'est plus d'1 million d'abonnés. Oui, aujourd'hui, c'est 1 500 000 abonnés Voilà. et au total, on a 550 millions de vues. Ah ouais. Ouais, Ah ouais. Donc j'étais même pas à jour quand je parlais des T'étais 300. pas à jour, t'étais pas Ah à ouais. jour. Il me manquait plus de 200 millions de vues Voilà, quand même. c'est pas uniquement rien. sur YouTube. Ouais, Uniquement sur YouTube. Donc ouais, il y a aussi tous les autres réseaux sociaux, ouais. etc. Après, oui, tout à fait. Ouais. Et est-ce que tout de suite, vous voyez cet engouement? Parce que naturellement, au départ, encore une fois, le schéma se réplique. Tu vends un épisode par un épisode à certains sponsors, mais après, quand naturellement les scores augmentent, tu peux vendre des packages, tu peux vendre beaucoup plus cher, donc tu as plus de financement, tu peux créer des programmes beaucoup plus denses éventuellement, Ouais. et puis tenter des choses, tu as plus de visibilité. Tous ces éléments, enfin, ça se fait pas en un jour, mais à quel point ça a été exponentiel? Ça n'a pas vraiment été exponentiel. D'accord? Non. Dans l'univers Edison, ça n'a pas été exponentiel dans le sens où dès qu'on... Même une vidéo qui cartonne, donc tu vas générer des revenus YouTube, mais ce qui est game changer sur YouTube, c'est vraiment le fait de trouver le partenaire ou les partenaires qui vont te financer. C'est clairement ça qui va créer, en tout cas, plus de richesse en réalité. sûr, ouais. Alors attention, c'est exponentiel en audience. Ouais. Mais quand je te parle pas exponentiel, c'est en termes de revenus Complètement. et de moyens que tu as après pour embaucher des gens ou pour changer ta vie tout simplement. Ça l'a jamais vraiment été en réalité. Parce que moi, j'ai grandi toujours avec ce côté télé et ce côté YouTube. Donc en fait, dans mon planning, de temps en temps, j'allais chercher des partenaires pour YouTube. Mais une fois que je trouvais les quelques partenaires, je réécrivais des programmes télé. Et donc Puzzle Media, ma société de production, a toujours fait les deux. Et du YouTube à minima à travers Hiding Zone et des programmes télé. Ok. Donc je créais en parallèle d'autres programmes télé qui me permettaient de continuer à financer les prods sur YouTube. Et parfois sur YouTube, je rentrais des partenaires, des choses un peu ambitieuses pour me permettre de faire 1, 2 ou 3 vidéos. Mais nous, sur YouTube, on n'a jamais eu d'accompagnement sur toute une saison, c'est-à-dire sur un an, avec un seul partenaire. Parce que c'est vrai que Riding Zone, même si on a l'impression qu'il y a une unité, qui en fait une vraie unité quand même autour de cette passion des sports extrêmes, tu vas dans une émission, tu vas avoir un mec qui marche sur une corde, un mec qui fait de la slackline, dans l'autre un mec qui fait de la trotte, dans l'autre une jeune femme qui fait du roller, dans l'autre une famille qui fait du surf à Darla au Maroc. Donc tu vois, c'est pas exactement les mêmes contenus que tu retrouves. Et pour un partenaire, et à leur décharge, ils ont raison, c'est pas comme si tu faisais une série ou la série Squeezie qui veut être l'imposteur ou je sais pas quoi, où tu vas avoir la même mécanique à chaque vidéo. Complètement. Ouais. Donc Riding Zone, ça a toujours été compliqué pour ça. Et c'est souvent ce que, en résumé, la télé était presque plus vertueuse pour Riding Zone, dans le sens où ça nous laissait une plus grande liberté éditoriale. C'est-à-dire qu'en télé, je pouvais alterner une semaine le slackliner avec le parachutiste et le skater, tandis que sur YouTube, j'ai dû recentrer la thématique
Alors l'ouvrir avec des caméras cachées, etc., mais me priver de certains sports. Parce qu'il y a des sports qui ne marchent pas du tout. Ouais. Ah, Sur t'es YouTube, guidé par l'algorithme et par je suis guidé en fait, l'engouement. et même par le public. Mhm. Tu sais, je t'apprends rien, mais je le dis pour l'audience, en journalisme, on a les fameuses lois de la proximité. Proximité temporelle, proximité sociale, proximité géographique. Enfin, globalement, la fameuse phrase horrible qui dit qu'un mort en France fera toujours plus parler que 1000 morts en Inde, hein, enfin, globalement. Et c'est très vrai, même dans l'univers du sport. Donc, si dans Riding Zone, tu vas parler de VTT, de motocross ou de trottinette, eh ben, c'est des sports concernants parce que tu as beaucoup de pratiquants. En revanche, tu parles de parapente, bah, les gens s'en foutent. Pourtant, il y a une vraie communauté de passionnés, mais sauf que parapente, il y a beaucoup moins de parapentistes que de pratiquants de VTT. Et donc, ce qui fait que sur YouTube, donc l'avantage, c'est qu'on était très libre, mais l'inconvénient, c'est que ta liberté, elle est limitée par tes finances. Donc, à un moment, tu te dis, bon, bah super, bah, le coup du parapente, je vais en faire un petit peu moins quand même, parce que là, c'est sympa, mais honnêtement, les gens, ils s'en foutent. Donc, on va plutôt s'orienter sur le deux roues, le surf. Ouais. Donc tu vois, voilà, chaque média a son attrait, mais aussi ses contraintes. Et à quel moment justement tu veux lancer Riding Zone TV, Alors, le Netflix finalement des sports extrêmes? Parce que je reviens sur un point, c'est que tu l'évoquais très justement, sur YouTube, tu as des centaines, voire des milliers de chaînes concurrentes. Ouais. En plus de ça, l'interface à droite, à gauche, en dessous, selon les mises à jour, il y a toujours des vidéos suggérées. Donc l'attention du viewer, s'il n'est pas en plein écran et qu'il n'est pas C'est pleinement pris par ce que tu es en train de lui partager, elle peut partir à chaque instant auprès d'une chaîne dite concurrente. Mais tu te dis, je vais lancer une plateforme, le Netflix des sports extrêmes. Ouais. À quel moment tu te dis que tu veux lancer ce projet? Comment ça se passe? Bah là, c'était même période, fin 2020, fin 2021. Je me dis, Ok. bon, l'idée, c'est que maintenant qu'on n'a plus le diffuseur, c'est d'essayer de passer à une économie B2C, en tout cas sur l'univers Riding Zone. Donc on lance Riding Zone Magazine, papier. Et le but du jeu, c'est de faire en sorte que ceux qui nous aiment puissent nous soutenir tout simplement, hein, Ok. financièrement, et nous permettre de produire et surtout de leur apporter à eux un service qui est des images de qualité ou des histoires de qualité dans un univers qui, comme nous, les passionne. Donc c'est juste une image, dans une démarche de diversification des business units pour pouvoir financer. Oui, L'expansion. c'est pouvoir continuer à faire ce qu'on aime, pouvoir Ok. continuer à raconter ces histoires auxquelles on croit énormément. Hein. Ouais. Avant tout, c'est ça quand même la base. Bien sûr. C'est moi j'y crois plus que tout. J'aime ça, j'adore ça. Je pense que c'est vraiment c'est parmi les sports qui ont le plus fort potentiel narratif. Ouais. Après, on va sans doute parler d'Inoxtag et tout. Enfin, certains, ils l'ont très très bien compris. Bien sûr. Sauf que moi, je suis sur un territoire, la France, où c'est compliqué parce que on a les Français ont cette culture de l'aventure. Il suffit de traverser la France pour se rendre compte à quel point les Français aiment ça et à quel point on est un peuple qui aime l'aventure. Hein. Et Quand tu vois même certains programmes, Koh Lanta, Pékin Express. bien sûr. ou autres, Et puis même, on a un territoire. Bien Les sûr, bien Alpes, sûr. tu vois, on a parmi les plus belles stations du monde. 100%. Biarritz, tout ce qui est sud-ouest, on appelait ça la Californie. Enfin, c'est là qu'est né le surf en Europe. Ouais. Enfin, tu vois, donc on a cette culture. La Bretagne, pays de navigateurs, de marins d'exception. C'est eux qui ont créé le foil. En fait, on est vraiment un pays où on aime ces sports-là. Le seul problème, c'est que les diffuseurs, dans leur business model, ils s'en foutent. Ils veulent fédérer des millions de personnes pour leur vendre, pour faire payer cher les annonceurs, tout simplement. Et donc, en fait, c'est toujours, c'est un peu compliqué dans cet univers de sport, tu vois. Ouais, cette ambivalence à devoir. Cette ambivalence. Et puis l'autre truc qu'il n'y a pas du tout dans ces sports-là, c'est que tu n'as pas le fameux grand rendez-vous dont on parlait au départ, le rendez-vous incontournable qui te dit, un peu comme Roland-Garros ou le Tour de France ou les mondiaux de natation, je sais pas quoi, le moment de l'année où un instant T, tout le monde vit sport extrême. Ouais. T'as pas ça. Là, tu as eu un peu pendant les Jeux, mais bon, les Jeux, c'est tous les 4 ans. Et nos sports viennent d'arriver à peine dans les JO. Et Tu pas vois, tous en plus. Et donc, pas tous. ouais. Donc c'est compliqué d'aller chercher des annonceurs qui ont cette capacité Très mainstream. Très mainstream. Je pense évidemment aux énergies, enfin aux drinks, enfin au Coca, ou même aux energy drinks. Je pense évidemment à tout ce qui est téléphonie, ou tout l'univers food and beverage, qui s'adresse beaucoup plus au très grand public. Donc c'était facile de trouver des petits partenaires, 5, 10, 15, 20 000 balles, mais en revanche,
du partenaire qui est capable de mettre des centaines de milliers d'euros pour soutenir la saison, c'est différent. Tu vois, Totalement. c'est différent. D'où cette envie de se dire, OK, déplaçons le problème encore une fois, allons chercher la valeur auprès de ceux qui reconnaissent que nous avons la valeur. Tu t'en parlais tout à l'heure avec Puzzle Media, tu crées encore du format, il y a sûr. encore ce côté télé, etc. Puis à côté, il y a YouTube. Donc tu vis les deux mondes. Aujourd'hui, on voit vraiment une transition Oui, totalement. de la télé vers YouTube, vers les plateformes, alors qu'avant, il y avait un peu une réjection, si j'ose dire. Ah oui, oui. Et même aussi, enfin, on a vu des images parfois même assez dingues de certains plateaux télé qui se moquaient littéralement de YouTubeurs ou autres, alors qu'aujourd'hui, on les voit sur les plateaux, on les voit essayer même pour certains d'aller à la télé. Évidemment. Comment tu vois l'évolution de ce monde-là? Ce qui est passionnant, en tout cas, dans cet univers, c'est que les règles changent en permanence. Ouais. Et vraiment, ça n'a plus rien à voir. Ce qu'on observe, alors c'est même pas ce que je vois moi, ce qu'on observe, c'est que les habitudes de consommation changent totalement. Même pour YouTube. Aujourd'hui, plus de 50% des gens regardent YouTube sur la télé. Alors qu'il y a 3 ans, C'est vrai. l'essentiel des contenus YouTube était regardé sur la téléphonie, sur son portable. Donc avant, moi par exemple, j'étais obsédé par les vignettes, je le suis toujours, mais je disais toujours aux équipes, attention, la vignette, pour dire si c'est une bonne vignette, il faut qu'elle fonctionne sur le portable, sinon ça ne sert à rien. Mais aujourd'hui, plus de 50% des gens utilisent leur télé pour regarder YouTube. Et même, depuis le début, en tout cas en 2025, je crois que YouTube a été plusieurs fois leader en audience à la télé aux États-Unis. Ça veut dire que l'ensemble de l'audience de la télé, plusieurs soirs d'affilée, a regardé en priorité YouTube plutôt que NBC, ABC, HBO, tout ce que tu veux. Il y a une vraie transition. Et clairement, oui, le média télé perd considérablement en audience. En tout cas, son audience vieillit considérablement. On est aujourd'hui sur une moyenne de plus de 50, voire 60 ans, voire quasiment 70 ans pour certaines chaînes. Hein. Et les jeunes, en tout cas les moins de 30 ans, ne regardent quasiment plus la télé. Ils regardent les replays éventuellement. Ils regardent les replays. Et sinon YouTube. Ouais. Exactement. Effectivement. Et ils vont consommer. Et donc, aujourd'hui, c'est même plus une porosité. C'est qu'au final, l'avenir est beaucoup plus sur YouTube ou sur TikTok ou sur les réseaux. Et les annonceurs l'ont bien compris. Je sais pas, enfin toi qui es vraiment dans le business, tu as suivi, la semaine dernière, enfin il y a quelques jours ou quelques semaines en fonction de quand tu diffuses, Lidl, l'un des plus gros annonceurs français, a annoncé qu'il n'annoncerait plus en télévision. Ouais. Ils se mettent à 100% sur le digital. Donc en fait, l'économie est en train de changer, les habitudes de consommation sont en train de changer et ça va à une vitesse folle. Et voilà, il faut être très attentif à ça et il faut être très réactif. Et je pense que ce qui a fait, nous, notre force, parce que, attention, je te parle, moi, je reste quand même une petite structure, je suis très content de nos performances, on croît chaque année, mais on est sur des univers de chiffres qui sont, on n'est pas le groupe Media One, quoi, tu vois. Et on reste très attentif et on est assez confiant dans l'avenir parce que on a toujours dû être agile et de toute façon, depuis que j'ai commencé ce métier, j'ai l'impression que c'est la crise. Donc, c'est intéressant ce point-là. Donc voilà. Et comment on évolue avec des standards qui s'élèvent à chaque fois dans un métier où on a toujours l'impression que c'est la crise? Je te pose cette question parce que tu vois, YouTube, par exemple, de plus en plus de créateurs de contenu, certains bien établis, vont élever les standards à chaque fois. Ouais. On a des prods qui sont dingues, notamment une vidéo, alors je ne sais plus si c'était de Squeezie ou peu importe, mais le fameux train, là, train, c'est des productions énormes. Toi, tu le vois aussi d'un œil YouTube, mais d'un œil producteur, justement. On parle de centaines de milliers d'euros d'investissement. Il y a des enjeux énormissimes. Est-ce que le but aussi, c'est peut-être de produire à terme ces codes-là, directement les publier sur YouTube, parce que là aussi, ça s'élève à chaque fois. Comment tu vois la chose? En tout cas, moi, je crois pas qu'il y ait une différence. Enfin, je crois pas que ce soit la différence de narration qui crée l'engouement. Ouais. Je pense que parce que souvent les gens disent oui, il y a une écriture YouTube, une écriture télé, il y a ça. Bon, si vous voulez, mais moi c'est pas trop mon point de vue. Mon point de vue, c'est que YouTube a permis aux jeunes notamment
d'avoir des incarnants, d'avoir des talents qui leur ressemblaient enfin. Parce que avant l'explosion des réseaux sociaux, eh ben, il fallait, si toi tu voulais être artiste, chanteur, tout ce que tu veux, il fallait quand même séduire un certain filtre, à savoir les médias, pour avoir la capacité C'est vrai. à être visible auprès du plus grand nombre. Ouais. À créer sa chance. À créer sa chance. Ouais. Alors que là, elle est rendue Et ben alors accessible. voilà, Les et barrières à grâce à la l'entrée, techno, ouais. depuis maintenant depuis pas mal de temps, depuis 15 ans, et ben chacun peut tenter de trouver son audience. Et certains l'ont fait avec un talent incroyable. Bah, on en a parlé, Michou, Squeezie, Inoxtag, Amixem, ces gens-là ont un vrai talent parce qu'ils y rassemblent des dizaines de millions d'abonnés et parfois ils te sortent une vidéo, dans la journée ils te font 5 millions de vues. Ouais. Si tu veux, on regarde les audiences télé d'hier soir, mais avec tout le respect que je dois aux diffuseurs, TF1 ils ont fait, je sais pas, 4 millions sur une fiction, M6 ils ont fait 1 million 100, France 2 ils ont fait 2 millions, et même pas, c'était... bon bref, en fait c'est ça les chiffres. Tu vois, c'est que grâce à la techno, ces jeunes, en tout cas jeunes ou moins jeunes, ils ont réussi à rassembler une audience sur YouTube et sur les réseaux sociaux, sur Snap, sur ce que tu veux. Cette audience, elle est considérable parfois, et forcément, quand tu es un annonceur, tu as envie de toucher des gens, et donc aujourd'hui, tu vas naturellement vers ces mecs-là et tu leur donnes, vers ces talents, et tu leur donnes les moyens de réaliser leurs rêves. Et de réaliser des vidéos de plus en plus ambitieuses, parce que tu sais que tu vas retomber sur tes pattes en tant qu'annonceur, parce que ta marque va quand même être visible auprès d'une audience qualifiée. Tout simplement. Donc au final, je pense que la télé a vraiment intérêt à se bouger très très fort et à prendre des risques ou à mettre énormément de moyens pour rattraper le retard. Pour rattraper le retard ou pour conserver des rendez-vous extrêmement puissants. Tu vois ? Ouais. Voilà, c'est important, c'est l'enjeu quoi. Il faut surtout pas je pense, se dire il y a de moins en moins d'argent en télé. Enfin, je parle comme si c'était un diffuseur, hein. Mais faut pas que le diffuseur se dise il y a de moins en moins de moyens, donc je mets de moins en moins de moyens dans mes programmes, parce que ce qui va se passer, c'est qu'il va perdre son audience encore plus vite. Complètement. Et ça, ça va être très très compliqué. Ouais. Voilà. Et je reviens sur un point, tu vois, quand je dis l'écriture, elle n'est pas si différente que ça, c'est que YouTube, pendant très longtemps, a été drainé par les programmes télé. Je te prends le programme American Got Talent, enfin Incroyable Talent, qui est décliné dans des tonnes de pays, ou The Voice, ça a un succès énorme sur YouTube. Donc en fait, le contenu, quand il est bon, les gens, ils le consomment, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur la télé, ou ce que tu veux. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas. Donc très souvent, la télé a fourni l'essentiel des contenus regardés sur YouTube. Il y a beaucoup de recyclés aussi. Énormément de recyclés. Des contenus sortis il y a 5, 10, bien 15 sûr, ans à la télé qui ont cartonné et qui aujourd'hui développent des chaînes juste avec la republication. Exactement. Et qui publient leurs anciennes émissions et qui rassemblent beaucoup d'audience. L'émission de Faustine Bollaert sur France 2, elle rencontre un succès incroyable sur YouTube. Ouais. Et c'est exactement la même, hein. Toi aussi, avec du recul et la vision que tu as, l'analyse que tu as aussi de tous les youtubeurs que tu as cités, mais en même temps la télé, tu vois, tous, on peut s'identifier, tu l'as cité. Donc le personal branding finalement. Alors que de l'autre côté, une chaîne, c'est une chaîne. Ouais. C'est une marque, c'est pas la même chose. Éventuellement, même Riding Zone, c'est une marque également. Oui. Aujourd'hui, elle est personnifiée. Elle est incarnée, tu l'as évoqué. Il y a de toute façon quelqu'un qui doit présenter quand même le message, mais c'est pas la même chose effectivement que suivre Michou, Inox, ceux que tu as cités ou plein d'autres qu'on pourrait citer également. Ils sont très très nombreux. Comment tu vois la différence? Parce que typiquement, un entrepreneur qui pourrait peut-être nous écouter, il se dit ah ben là, je vais créer mon propre média. Par exemple, le déclic, c'est un média à part entière également. Je vais créer mon propre média dans mon industrie, etc. Parce que j'ai pas envie ou je ne crois pas ou je ne crois plus aux médias traditionnels. Quel conseil tu partagerais si la question qui se pose, c'est est-ce que je dois personnifier, incarner complètement ma marque ou est-ce que je peux créer quelque chose qui va juste au travers du message véhiculé ou du format que je vais créer, pouvoir créer l'engouement? C'est une excellente question. Je pense que la première question à se poser, c'est est-ce que moi, entrepreneur,
j'ai envie, je me sens déjà les capacités de le faire, j'ai envie de le faire, et si je me projette même dans le cas d'un gros succès, est-ce que je serai capable, est-ce que j'aurais envie d'assumer la notoriété que j'aurai peut-être un jour, enfin hypothétiquement, hein, parce que tu as plus de chances de ne pas l'avoir que de l'avoir. Mais en fait, là où je veux en venir, c'est que moi, évidemment, je me suis posé plein de fois cette question. Puisque Riding Zone, je l'incarne, mais franchement, de façon extrêmement ponctuelle, à travers un seul contenu qui s'appelle ActuRide, et de temps en temps, je me mets en scène dans certaines vidéos. Mais si tu regardes l'essentiel des vidéos, ce n'est pas moi, ce sont les riders, les athlètes comme on dit, qui sont les héros de nos vidéos. Et moi, j'ai très longtemps hésité justement à incarner, parce que d'une part, je me trouvais pas très intéressant pour le faire. Et puis vu qu'historiquement je suis producteur, j'aime bien assembler des talents et donner toutes les chances au programme. Donc tu vois, pour moi, une Tiga ou un Ty Chris, je les trouvais plus puissants que moi pour ça, et voilà, plus raccord avec ce que je voulais raconter. Mais en fait, il faut que ce soit un choix, il faut que tu aies envie de le faire, il faut vraiment avoir envie de le faire parce que pour construire une notoriété, c'est pas simplement ta vidéo une fois par semaine. C'est en permanence. Tu vois, moi, typiquement, je pourrais appuyer encore une fois sur l'accélérateur me concernant. J'ai ma petite notoriété. Clairement, si je vais en station, si je vais près de l'océan, évidemment, énormément de gens vont me reconnaître parce qu'ils aiment Riding Zone et en plus, c'est sympa parce qu'on a une très très bonne image. Mais tu vois, sur Insta, je publie quasiment je publie quasiment rien. Sur TikTok, alors franchement, je suis pas dessus. En fait, je joue pas vraiment le jeu parce que déjà mon métier, c'est de regarder des images toute la journée. Et en fait, j'ai pas envie. Enfin voilà, de temps en temps, j'ai envie parce que ça fait plaisir. C'est toujours sympa quand les gens viennent te voir et tout. Mais je sais que si moi demain, je voulais me donner à moi-même un conseil pour devenir vraiment animateur, je dirais, mais tu sais quoi, mon gars, tous les jours tu postes, vraiment, tu le fais très sérieusement. 1 heure par jour minimum, tu joues le jeu, quoi. Tu le fais à fond pour devenir toi-même une marque. Et l'intérêt de devenir soi-même une marque, donc d'un coup, ce qui est formidable, c'est que les revenus te reviennent en direct. Ça, c'est génial. Donc l'argent que tu vas générer va te permettre de te financer en direct. Ça, c'est super. Mais l'inconvénient, c'est que tu n'as pas droit à l'erreur. Une fois qu'on s'arrête avec France Télévisions, j'ai pas repris une animatrice comme Tiga ou j'ai pas poussé les gens, j'ai pas souhaité m'identifier à des visages parce qu'en même temps je me disais waouh, attends, on prend quelqu'un, on va lui construire une notoriété. Cette personne, si demain il lui arrive un truc, on apprend un truc sur elle, elle nous abîme notre marque. Et en plus, même si il lui arrive rien, au final on va lui apporter énormément de puissance et de notoriété, et puis elle va nous quitter du jour au lendemain comme ça, parce que c'est l'histoire de la vie en général. C'est qu'une fois les gens que tu l'aimais bien, les gens se sentent puissants, et ils se disent, bon écoute, je vais te laisser tomber. Donc tu vois, j'étais peut-être un peu timoré, peut-être que c'est pas un bon discours d'entrepreneur, mais j'ai souhaité Riding Zone, que ce soit une safe place, que vraiment, qu'il y ait que des choses positives sur Riding Zone. Et c'est pour ça que j'ai pas trop voulu qu'il y ait d'incarnation au-delà de moi et de Charlotte qui anime aussi ActuRide de temps en temps. Mais peut-être qu'on va totalement changer les choses en 2026. Hein. Peut-être qu'on va repartir sur un autre truc parce qu'il est temps aussi de se renouveler. Mais en tout cas, jusqu'à présent, c'était mon état d'esprit. C'était plutôt de me dire, ok, je veux que Riding Zone soit connu en tant que média. Je veux pas que Riding Zone soit connu et identifié à un visage en particulier. C'est assez drôle ta remarque de te dire c'est peut-être pas un bon discours d'entrepreneur parce qu'en soi, alors mon but c'est pas de prendre parti ou de donner mon avis, mais j'estime que c'est un bon discours d'entrepreneur parce que c'est plutôt une posture bon père de famille. Oui, voilà. Tu comprends que ton asset c'est la marque. Voilà. Et tu veux la préserver. C'est tout à fait ça. Ce que tu as mis en place, c'est juste pour préserver ton asset. Tout comme un entrepreneur préserverait, par exemple, sa trésorerie ou la qualité de son produit ou autre, pour faire en sorte que ça soit suffisamment robuste, solide, pour ensuite pouvoir, comme là tu comptes le faire, tu viens de l'évoquer, pourquoi pas tester d'autres pistes et puis voir ce qui peut se faire. Non, mais quand je te disais ça, c'est que peut-être que, tu vois, on aurait identifié 2 ou 3 visages, on serait parti beaucoup plus fort, ce serait beaucoup plus fat. Peut-être. On ne sait pas. On peut toujours refaire l'histoire. Tu vois, on peut toujours. C'est exactement ça. Ouais. Mais à l'époque, en tout cas, j'ai préféré
faire une stratégie ou de valorisation de l'univers Riding Zone, de Riding Zone en tant que tel, et pas que ce soit collé à un visage en particulier. Voilà, tout simplement. Un point aussi, c'est la viralité. Près de 600 millions de vues, c'est pas rien. J'imagine qu'avec toutes ces années, toute cette expérience, toutes les vidéos qui ont été créées, tu l'as dit tout à l'heure, tu as identifié certains sports qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent un peu moins. Est-ce qu'il y a aussi certains codes qui font que une vidéo va plus ou moins bien partir virale ou pas, ou des codes, des éléments qui font que là tu te dis, ok, banger dans le jargon de la création de contenu, YouTube, etc. Boum, ça peut fonctionner. Pourquoi? Parce qu'on a énormément d'entrepreneurs qui aussi se mettent à la création de contenu. Ouais. Aujourd'hui, une entreprise qui ne crée pas du contenu, qui n'est pas sur les réseaux sociaux, c'est quand même, elle passe à côté de quelque chose, un véhicule supplémentaire qu'elle pourrait utiliser pour trouver sa clientèle, pas juste son audience, mais aussi sa clientèle. Donc le côté contenu viral pour faire en sorte qu'il soit vu, c'est un vrai sujet. Alors je pense que le maître mot, c'est authenticité. Ok. Authenticité, quel que soit votre univers. Que vous soyez dans les montres, dans les bagnoles, dans n'importe quoi, dans la finance, je pense que ces réseaux, ils demandent de l'authenticité. C'est surtout ça. Donc vous pouvez partir même super bas, c'est pas très grave, de toute façon au départ pour commencer vous allez être bas, mais il faut que vous soyez franc dans vos explications, il faut que vous soyez authentique dans les histoires que vous racontez. Il faut pas cacher, enfin c'est pas cacher des défauts, mais en fait, ce qu'on attend de ces médias, c'est justement, c'est l'opposé de ce qui se passe en télé avec la propreté, avec le filtre, etc. Je pense que pour trouver le public, il faut être authentique, et pour trouver vraiment sa communauté, c'est ça. Il faut dire si vous aimez les choses. Ce que les gens apprécient dans Riding Zone, c'est qu'on le dit sans cesse qu'on aime les sports extrêmes. Ouais. Et même si, honnêtement, pour 80, allez, peut-être pas 90%, mais pour 70% des gens, c'est quoi les sports extrêmes? C'est quoi ces gens qui font du surf et je sais pas quoi, et qui roulent sur des petites planches? Ça n'a pas de sens. Et ben, pour au moins 30%, bah, ça a peut-être du sens. Et pour 10% d'entre eux, ça a énormément de sens. Donc nous, on en parle avec authenticité, avec sérieux. On prend les choses très au sérieux. Donc authenticité, professionnalisme, c'est-à-dire quel que soit l'univers que vous abordez, ben, respectez votre public, respectez votre matière. Parlez-en avec beaucoup de passion et mettez beaucoup de travail dans ce que vous dites. Parce que ça, pareil, les gens, ils voient direct si vous travaillez pas assez. Et c'est ça, je pense, la règle. Et puis après, elle vienne que pourra. Mais si vous respectez ça, je pense que c'est déjà l'essentiel, en fait. Hein. Et alors après, le montage, le ci, le ça fait beaucoup. Mais vraiment, à chaque fois que les vidéos se sont plantées, c'est parce que c'était des vidéos où, quand on lit les commentaires, les gens se disent... bah, typiquement, si je te prends l'exemple d'un prank, bah, les gens vont se dire « Ah, il est faux ton prank ». C'est pas vrai. On sent que c'était mis en scène, que c'était joué. Et ça, on peut pas cacher ça aux gens. Et quand le résultat est authentique, ça se sent aussi. Et en fait, donc voilà, pour moi, c'est la seule vraie règle. Dans ce que tu as partagé, tu as parlé notamment de filtres, de beaux montages, de cadres, etc. Beaucoup ont l'idée reçue, et notamment quand tu es entrepreneur, tu as envie de montrer une belle image de ton entreprise, donc tu vas te creuser la tête, tu vas te dire je vais devoir appeler une entreprise, une agence, etc. Ils vont me filmer, je vais refaire 50 fois, 100 fois la vidéo. Tu vois, moi par exemple au départ, je n'étais pas du tout à l'aise à la caméra, j'ai dû faire 73 vidéos d'affilée en 2 jours pour enfin être à l'aise, et je les ai enchaînées les unes après les autres pour être sûr. Enfin bref, ce schéma que tout entrepreneur ou tout individu qui se lance va se poser comme question. Pour autant, tu parles d'authenticité. Donc, et nous, on le voit même dans des publicités parfois qu'on va pousser sur certains médias type Facebook ou autre. Plus la vidéo est mal faite, plus elle paraît authentique, moins elle ressemble à une pub ou à quelque chose de trop préparé, plus elle fonctionne. C'est un peu contradictoire. Donc finalement, sur YouTube, est-ce qu'on ne devrait pas juste poser son téléphone ou une caméra, n'importe laquelle, et partager ce qu'on a envie de partager à son audience? Bah oui, presque. Hein. Presque, au final. Et on voit que plus YouTube évolue et plus on va vers ça. Tu vois, même toi, là, a priori, c'est un format long. Bah, souviens-toi, il y a 3 ans, tu aurais dit « Quoi ? 1h30 de vidéo ? Mais c'est inacceptable ! C'est impossible, c'est 2 minutes qu'il faut, c'est comme ça, les codes et tout. » En fait, je crois que personne n'a la recette. Personne. Les gens, ils vont te parler, les spécialistes, les ci, les ça. Franchement, faites les gars.
Ouais. Faites le truc, soyez authentique. Après, il y a des positions. Alors attention. Non, le filtre, c'est t'as une grosse société installée, tu sais très bien que tu as plus à perdre qu'à gagner en faisant n'importe quoi. Tu as une société en cours de construction, tu es au début de ton truc, tu peux prendre tous les risques, on s'en fout. Mais tu vois, ça dépend de l'état de ton business. Évidemment, tu as un business, je sais pas, tu es une grosse marque du luxe, évidemment, tu dois tout contrôler. Ou tu es une marque, je sais pas, tu bosses dans l'aérospatial, tu vas pas te permettre on s'en fout de communiquer en fait auprès du. Enfin, tu vois, en fait, tout dépend aussi de ton état d'avancée, l'état de ta société, où tu en es dans le business. Donc, si t'as pas trop intérêt à communiquer, bah, ne communique pas, utilise pas ça. Ou quand tu prends la parole, fais extrêmement attention, un peu comme le fait Apple ou comme le font les grandes marques de luxe. Bah, tu prends la parole de façon extrêmement ponctuelle sur des programmes sur des campagnes extrêmement quali et tout. Là, il faut faire très attention. Mais si tu es un nouvel entrant ou si tu es en phase de croissance, tu peux te permettre de prendre beaucoup de risques. Voilà. Et pour prendre les risques, soyez authentique avant tout. L'authenticité, ça permet de prouver à votre public que vous aimez ce que vous faites. Et je pense que c'est l'essentiel du message. Que si vous aimez ce que vous le faites bien. Vous le faites bien, que vous ayez une économie B2C ou B2B, eh ben c'est dans le respect de votre client. Et que autrement, quand vous parlez d'un thème, vous en parlez avec passion, avec amour et encore une fois avec authenticité. Et après, tu vois, les tics de langage, les ci, les ça, les gens ils vont tout te pardonner si ils sentent que derrière tu es un mec crédible, Vrai. Vrai. Entier. Ça c'est très important. Tu vois. Mais voilà. Mais alors après, si tu joues le crédible authentique et qu'on se rend compte que ce n'est pas ça, alors là tu vas perdre tout ce que tu as construit et beaucoup plus vite que tu l'as construit. Instantanément, quasiment. Instantanément. Complètement. Voilà. Et les gens ils détestent ça. Il y a le côté communauté. Bien sûr. Comment on garde le lien avec cette communauté? Parce que c'est en 2021, sauf erreur, que vous passez le cap symbolique des 1 million d'abonnés. Ouais. Voilà. 1 million, c'est Ouais, énorme. C'est beaucoup de personnes. Comment on fait pour garder le lien, sachant qu'en plus, il y a différents formats. Il y a eu plein de formats, Bien sûr. l'immersif, ActuRide, plein de choses. Naturellement, certains vont pas forcément aimer l'un ou l'autre des formats. C'est aussi un challenge, un enjeu. Alors ça, c'est un réitérer. lien, c'est une très bonne question, mais ça, c'est un lien qu'il faut cultiver de façon permanente. Ouais. Donc, dans ma société, j'ai le plaisir de travailler avec des talents et notamment une community manager qui publie de façon régulière. En fait, en permanence, on crée du contenu. Alors, pas forcément des nouvelles vidéos YouTube, mais ça va forcément être des posts, ça va être des réels, des shorts, enfin, toutes les déclinaisons que tu peux imaginer. On va republier d'anciennes vidéos. Tu vas toujours réagir par rapport à l'actu. Il est clair qu'on va prendre la parole plusieurs fois par semaine sur nos réseaux. Ouais. Pour en permanence activer la communauté et lui dire on est toujours là. Et puis lui dire il se passe toujours des nouvelles choses. On est dans un univers où il se passe tout le temps des choses. Donc, et puis il faut être malin, tu vois. De temps en temps, il y a une date anniversaire, je sais pas, en mai, on va rebalancer une image de Taï Chris et la Tour Eiffel. Je sais pas, pour la Saint-Valentin, on va mettre des couples en train de rider. Donc tu vois, en fait, tu utilises aussi Des moments clés. des moments clés. Et puis évidemment la saisonnalité. Et en tout cas, c'est très important de poster en permanence, de cultiver ce lien avec le public. Et pour revenir à ce que je te disais, enfin à ta question, faut-il incarner ou pas? Donc si tu incarnes, dis-toi qu'il faut faire la même chose pour toi. Si tu veux apporter une valeur ajoutée, évidemment à ton business. Ou si tu veux continuer si tu veux faire grossir la communauté, il faut qu'en permanence, tu donnes de toi-même, quoi. Ça, c'est évident. En 2020-2021, il y a justement cette phase transition télé-digitale. Pendant 3 ans, tu restes 100% digital et en 2024, tu retournes à la télé. Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que fin 2022, il y a une très grosse société de production, la société leader en France, qui est Endemol, qui appartient au groupe Banijé, qui m'approche et qui me disent voilà, j'en profite pour saluer Jean-Louis Blot et Jean-François Rubinstein, les patrons, et qui me disent voilà, ça fait en fait un bout de temps qu'on te suit et on aimerait prendre une participation dans Puzzle Media, on aimerait racheter Puzzle, notamment pour Hiding Zone.
Et donc, je m'attendais pas du tout à ça. Et fin 2022, après beaucoup de réflexions, je me suis dit que ça pouvait être quand même une belle opportunité. Et puis même moi, dans mon expérience, j'avais envie de retravailler sur des programmes un peu massifs et surtout de, de, de continuer à apprendre, en fait, tout simplement, de continuer à être excité par ce métier, hein. Et donc fin 2022, on a signé un deal et Endemol fait aujourd'hui partie du capital de Puzzle Media. Et donc depuis 2023, 2024, on travaille très étroitement ensemble là, depuis 3 ans plein. Et, et en signant, eh ben, on a décidé qu'on retournerait voir France Télé, que c'était le bon moment, pour leur reproposer Riding Zone, ce qu'on a fait. Donc on est revenu sur l'univers France Télé, mais uniquement digital. Ok. Alors c'est drôle parce qu'avant, France Télé, ils voulaient pas être sur YouTube. Donc maintenant, on est sur France TV. On est sur la chaîne France TV / qui est sur YouTube. Ouais. Donc à travers l'univers Riding Zone. Donc c'est un peu dur à suivre pour notre public. Parce que Riding Zone se trouve sur Riding Zone, la chaîne YouTube, mais aussi Riding Zone se trouve en tant qu'émission Riding Zone sur France TV /. Donc c'est un peu compliqué à suivre, mais c'est pas très grave parce qu'on trouve vraiment notre audience, on cartonne. Et en parallèle, ça m'a permis aussi de développer d'autres émissions. Et donc là, je fais avec beaucoup de plaisir. Là, tu vois, là, on a signé le retour de Plein les yeux, une émission un peu emblématique de TF1 avec Carole Rousseau et Jacques Legros, là, qu'on fait pour RMC. Là, je viens de tourner un super truc qui va sortir en 2026 qui s'appelle Shaolin pour M6, 8 fois 1 heure, toujours sur l'univers sportif, mais là, plutôt sur l'univers des arts martiaux. Et puis je fais pas mal d'autres choses à côté, quoi. Et donc là, je suis très très content parce que on a toujours l'univers Riding Zone que je développe à fond et je compte en faire de plus en plus. Et en parallèle, je développe d'autres programmes avec Endemol ou tout seul. Donc voilà, tout simplement. Très clair. Tout à l'heure, le premier YouTuber que tu as cité, c'est Inox, justement. Oui. Inox qui représente assez bien finalement les valeurs que tu as évoquées au départ, hein. L'extrême, la transmission, la volonté aussi de montrer que c'est possible quand on voit avec l'Everest, mais aussi plein d'autres choses qu'il a fait. Quand tu vois ça justement de cette nouvelle génération, cette jeune génération, est-ce que ça te projette à toi d'avant aussi avec la volonté de vouloir partager, transmettre? Comment tu vois ça avec du recul? Déjà j'étais impressionné parce que c'est incroyable ce qu'il a fait. Déjà, réussir à monter ce projet et puis réussir à le financer tel qu'il l'a fait et réussir à faire cette espèce de bruit médiatique incroyable, vraiment chapeau. Quand je vois ça, ça m'a presque rendu un peu jaloux. Je me suis dit, waouh, j'ai vraiment, j'adorais faire ça et pas qu'une fois par an. Nous, on aimerait le faire toutes les semaines. Enfin voilà. Et en tout cas, moi, je trouve ça formidable. Ça conforte aussi, ça conforte le fait que cet univers qu'on traite au quotidien depuis quasiment 20 ans, il reste passionnant pour les gens, qu'il y a beaucoup de choses à faire, qu'il reste de plus en plus, qu'il y a de plus en plus d'envie d'y aller, qui colle de plus en plus à cette génération. En fait, c'est ça, cet univers, c'est que on se rend compte aujourd'hui que on a le droit d'avoir chacun sa façon de vivre. On n'est plus dans les grands codes jusqu'il y a peu, en fait. On était tous un peu sur les mêmes rails, tous habillés pareil. Aujourd'hui, regarde, chacun a sa propre sexualité, chacun, en tout cas, les gens, avant, ils l'avaient déjà, mais ils ne l'affirmaient pas. Aujourd'hui, ils l'affirment. Chacun a sa propre vision du business, il y a de plus en plus d'indépendants. Et en fait, je trouve que nos sports, ils ressemblent tellement à ça, à la diversité de la vie. C'est exactement ça. Et donc, en ce sens-là, tu vois, pour moi, c'est plus que du sport. C'est vraiment quasiment un état d'esprit. Hein. Une philosophie. C'est une philosophie. C'est vraiment le truc de... Moi, c'est ce qui me fascinait quand j'étais gamin, en fait. Moi, j'ai jamais été attiré par les comédiens. Si, j'aimais bien les chanteurs, évidemment, mais ce que j'aimais avant tout... c'était les Paul Émile Victor, tu vois, c'est des gens qui partaient à l'aventure, ils savaient pas ce qu'ils allaient trouver, quoi. Ouais. Tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est le chemin, c'est que tu sais pas jusqu'où tu vas arriver, mais voilà. Et c'est des gens aussi, des précurseurs, des gens qui vont ouvrir des sommets, qui vont ouvrir des voies, qui vont surfer des vagues jamais surfées, etc. Moi, c'est ce qui me fascinait.
Et je trouve que ça colle plus que jamais à notre époque parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de gens qui défrichent, on a besoin de gens qui prennent des risques, on a besoin de gens qui sortent de leur zone de confort. Et donc moi, je suis ravi qu'Inoxtag s'y mette. Je suis ravi qu'il y ait de plus en plus de popularité par rapport à ces disciplines. La seule petite frustration, c'est que nous, ça fait longtemps qu'on est là. Je considère qu'on sait très très bien le faire. Et que voilà, parfois, les moyens, ils vont plus sur... demain, il y a Liena Situation qui veut faire ça, elle va récupérer beaucoup plus de moyens que nous, quoi. Tu vois, alors que nous, on a plus de légitimité. Mais c'est la règle du jeu aussi. Donc voilà, donc je vois ça d'un très bon œil. Je suis content et je pense que c'est valorisant pour nous tous. Tu parlais tout à l'heure en introduction le fait que certains gros acteurs comme Red Bull par exemple sont positionnés sur le monde de l'extrême parce c'était au balbutiement, 2010, etc. Il n'y avait pas encore tout cet engouement, tous ces éléments, toutes ces audiences qui étaient identifiées. Aujourd'hui encore, c'est un terrain fertile pour se positionner où il est mature comme le foot qu'on a cité, le tennis, le rugby, enfin tous les sports que tu as pu citer en intro. À quel point ce terrain est mature, à quel point il a encore de la croissance devant lui? Je pense qu'il a une énorme croissance sur le plan des événements, des rendez-vous, des compétitions. Là-dessus, il y a quasi tout à faire. Alors on a des grands rendez-vous, hein, genre les X Games aux États-Unis, le FIS en France, le Festival international des sports extrêmes, qui rassemble 300-400 000 personnes à Montpellier chaque mois de mai. Donc on a quelques rendez-vous comme ça, mais tu vois, même toi le FIS, je ne sais pas si tu connais en vérité. Tu connais pas. Ouais. Mais les X-Games, je connaissais. Mais... Les X-Games, tu connais. Donc en fait, je pense que là, la croissance qu'on a, elle va être dans la création ou l'identification de rendez-vous qui vont pouvoir donner une visibilité très grand public à cet univers de sport. Donc c'est là où il y a beaucoup de croissance, c'est là. En revanche, si on ne se saisit pas de ça, si on ne crée pas ces nouveaux rendez-vous, je pense que les sports extrêmes vont toujours rester petits pour le grand public, mais en revanche, ils ne mourront jamais parce qu'il y aura toujours un pourcentage de gens qui aiment ça plus que tout, qui sont ultra passionnés, et qui vont continuer à les faire vivre. Mais le truc, c'est qu'il y a une telle diversité. Tu vois, moi, depuis que j'ai commencé Riding Zone, quand on a commencé Riding Zone, je ne sais plus c'était quoi le sport à la mode, mais on a vu apparaître d'un coup la slackline. C'est cette corde tendue, où c'était ultra tendance d'un coup. Le paddle, alors pas le paddle, pas le tennis, le paddle. La trotte. Ensuite... le retour du skate, tu sais, mais avec ce qu'on appelait les carvers, les skates qui imitent le surf. En fait, il y a tout le temps des nouvelles tendances en permanence. Et évidemment, depuis quelques années, le foil, la wing foil, le kite, le truc. En fait, en permanence, tu vois, il y a toujours des nouveautés. Et ces nouveautés, c'est une chance extraordinaire. Mais le truc aussi, c'est que c'est des sports souvent individuels, qui se pratiquent certes en groupe, mais... c'est des sports individuels. Donc, tu n'as pas cette dimension collective qu'ont les sports massifs qui vont rassembler évidemment beaucoup plus de gens parce que d'un coup, quand tu soutiens une équipe de foot, même si tu n'es pas vraiment amoureux du foot, tu es content de dire quand tu es Marseillais, que tu habites à Marseille, donc forcément tu supportes l'OM. Quand tu es Montpelliérain, Nantais ou du Havre, tu vas supporter ton équipe. Et en fait, tu as plus qu'une simple narration sportive. Tu as une dimension historique, tu as une dimension sociétale, une dimension... qui rassemble. Qui rassemble tout simplement, quoi, tu vois. Donc voilà, nous, l'inconvénient de nos sports, enfin la faiblesse de nos sports, c'est qu'ils sont pratiqués par des gens dans des espaces qui ne sont pas clairement définis. Hein. Alors il y a des skateparks, certes, mais si tu vas à la montagne, tu vas un peu skier, tu vas faire ton VTT, mais même... en fait, c'est pas vraiment défini. Ils sont là, ils font partie de la culture. Ils sont très présents, tout le monde sait ce que c'est à un moment, mais ils n'ont pas ces grands rendez-vous. Donc tu vois, moi, ma quête, et là où je vais travailler très activement, c'est désormais sur soit la création de nouveaux formats autour de compétitions ou de rendez-vous qui ont une capacité à être visibles du plus grand nombre. Ça, je pense qu'il y a une énorme croissance. Donc voilà, pour répondre à cette question, moi, c'est mon ressenti.
C'est le dev, le développement, il doit aller dans l'identification et la création de gros rendez-vous. Voilà, tout simplement. Merci Jonathan pour tout ce que tu as partagé. J'ai t'en une prie. toute dernière question à te poser. Mais avant ça, si vous avez aimé cet épisode autant que je n'ai apprécié l'animer, comme à chaque fois, faites-le nous savoir en partageant cette vidéo, en la likant, en commentant également. On mettra un article LinkedIn aussi. Et puis surtout, si vous étiez en train de nous écouter sur votre plateforme de streaming préférée, faites-le nous savoir 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Jonathan, est-ce que tu peux me partager le déclic qui a fait toute la différence pour toi? Ça peut être une simple phrase, une situation, une frustration, quelque chose de positif, quelque chose de moins positif que tu n'as pas partagé dans le cadre de cet échange, que peut-être tu n'as jamais partagé. Tu as carte blanche pour le mot de la fin. Alors pour moi, le déclic, c'était quand j'étais étudiant. Après mon bac, je me suis pas mal cherché. J'ai fait des études de droit. J'ai fait des études de géographie. J'ai fait une prépa Sciences Po. Et je me suis pas mal cherché. Et c'était bizarre pour moi, parce que j'ai pas mal échoué aussi. Et c'était bizarre parce que jusqu'au bac, j'étais très bon élève. Et donc, tu sais, le fait de se chercher comme ça te crée ça te crée des doutes, quoi. Et un jour, j'étais censé passer un examen, une licence. C'était ma licence de géographie. Et malheureusement, ce jour-là, au lieu de la passer, j'étais en Guyane. Chez moi, j'étais en train de surfer, j'ai loupé l'avion, bref. Et j'ai pas réussi à passer la licence. Et en fait, cette année que je devais valider de licence, au final, je l'ai pas validée. Et là, c'est une histoire assez perso que je te raconte, hein. Et j'ai menti à mes parents qui me finançaient, comme souvent les étudiants. Et j'ai menti, j'ai dit que je l'avais eu. Et pendant plusieurs mois, j'ai dû mentir parce que je me suis dit, je vais mentir. Et je vais dire que, vu que j'avais enchaîné les échecs, je vais dire que l'année d'après, en fait, au lieu de dire que j'ai échoué cette année, je vais mentir et je vais dire que j'ai échoué l'année d'après, comme ça, c'est bien, ça me fait une petite respiration. Et cette année-là, c'était très compliqué. C'était très compliqué pour moi parce qu'en fait, j'étais pas bien avec ce mensonge. Mais vraiment pas bien. Ça me travaillait trop parce que ça fait pas partie de ma personnalité et tout. Et puis, j'ai eu le déclic. Je me suis regardé dans la glace, je me suis dit, mais il faut que tu arrêtes de mentir aux autres, de mentir à tes parents et de te mentir à toi-même, en fait. Regarde-toi et assume qui tu es. Et si tu en as marre de faire ta géographie, tu vas le dire. Et tu vas simplement, désormais, te projeter dans la vie et imaginer la vie que tu aimerais construire autour de ce que tu aimerais faire pour de vrai, et tu vas l'assumer. Et j'ai appelé mon père, j'ai dit, tu sais quoi, j'ai plusieurs choses à te dire. Et je lui dis la vérité, je lui dis, écoute, voilà, j'ai menti, et voilà ce que je veux faire. Et à partir de ce moment-là, ma vie, elle a totalement changé. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait les études qui me plaisaient, j'ai fait les stages qui me plaisaient, et tout de suite après, c'était parti. C'était peut-être ce moment-là, c'était une confrontation avec moi-même, et avec quelqu'un qui, à l'époque, n'osait pas regarder vraiment qui il était, ce qu'il avait envie de faire. Merci Jonathan. Merci à toi, Alec.